Je propose que peut-être on y aille, puisqu'on est Mhm. pratiquement à 90 personnes. Bon, très bien. Nous rejoindrons. Bon, écoutez, alors je commence. Je voulais juste dire un petit mot à tout le monde. Donc, bonsoir à tous et puis bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Parent, organisé donc par le réseau Canopé Académie de Corse. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder un sujet pas facile, un sujet grave et malheureusement trop longtemps resté tabou, donc le harcèlement scolaire. Oui, ce sont ces violences de cours de récréation que l'on a souvent du mal à regarder en face et qui nous mettent mal à l'aise. C'est vrai, finalement, comment faire la différence avec un simple conflit? Spontanément, on a plutôt tendance à minimiser en se disant « ils se chamaillent, ce n'est pas bien grave, ce sont des enfants ». Alors, faut-il s'en mêler ou pas? Quand et comment agir pour justement éviter les drames? Car aujourd'hui, un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école et un enfant sur 4 est victime de cyberharcèlement. Mais si on y regarde de plus près, la réalité est bien plus effrayante, puisque ce sont en fait 100% des enfants qui sont concernés, entre les harceleurs, les harcelés, et tous ceux qui sont témoins, qu'ils soient passifs ou non. Ce qui signifie que ce sont bien les 12 millions d'élèves qui vont à l'école qui sont touchés, par conséquent, tout autant de parents et de familles impactés. On peut parler de véritables fléaux, ce qui en dit long sur l'état de notre société. Mais une société qui a décidé de réagir, puisque depuis le mois de mars dernier, une loi reconnaît le harcèlement scolaire comme un délit pénal. Un plan national de prévention et de lutte contre le harcèlement, le plan phare, a également été mis en place dans toutes les écoles de France. Si on progresse dans la compréhension de ce phénomène, des interrogations demeurent. Par exemple, que faire lorsque le rappel à la règle ne suffit plus? Ou comment faire pour que cela ne se répète pas après un changement d'école? Alors, pour nous éclairer, ce soir, nous avons invité donc Emmanuelle Piquet. Elle est psychopraticienne et auteure de nombreux ouvrages sur le harcèlement à l'école et plus largement sur les souffrances de l'enfance. Elle est aussi la fondatrice de Chagrin scolaire, qui est un centre de consultation, mais aussi de formation dédié aux souffrances scolaires, qu'il s'agisse de celles des enseignants ou de celles des enfants et de leurs parents dans les situations de harcèlement à l'école. La plupart d'entre vous connaissent sûrement déjà ses travaux. Disciple de l'école de Palo Alto, elle va nous exposer sa démarche singulière qui consiste non pas à soigner des gens, mais à soigner des situations, à outiller les enfants pour mieux les protéger et leur redonner confiance en eux. Vous le savez, ce webinaire est retransmis en direct sur notre page Facebook. Vous avez également la possibilité de le revoir sur notre chaîne YouTube Canopé de Corse. Alors, durant l'intervention d'Emmanuelle, n'hésitez pas à déposer toutes vos questions dans le chat. Un temps d'échange sera consacré à cela après pour vous répondre. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne conférence, un bon webinaire. Je vous dis à tout à l'heure. Et cher Emmanuelle, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci infiniment. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, écoutez, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir, enfin avec vous, au moins par voie numérique. J'espère qu'on voit bien mon écran ici, oui, c'est bon, ça fonctionne, très bien. Alors, je suis ravie pour plusieurs raisons en fait. La première, c'est que la lutte contre le harcèlement est vraiment, je dirais, ce qui m'anime depuis maintenant 15 ans. C'est le fait de pouvoir aider les enfants en souffrance. C'est mon métier, c'est à la fois un peu un projet de vie. En tout cas, c'est ce que vous dirait mon mari, vraisemblablement, vu l'énergie que j'y consacre. Donc, je suis toujours extrêmement heureuse de pouvoir en parler avec des parents, avec des pros, avec des équipes éducatives, parce que évidemment, c'est en frottant nos esprits les uns contre les autres, je trouve qu'on progresse. Donc, je suis ravie pour ça. Et puis, je suis ravie de voir qu'en effet, c'est un sujet qui commence à être abordé de façon un peu différente, parce que moi, je trouve que d'une manière générale, depuis qu'on en parle, en fait, c'est-à-dire depuis 15 ans, pas plus, puisqu'avant, personne n'en parlait, enfin, c'était vraiment pas un sujet. Depuis 15 ans, je trouve que la façon de procéder est un peu monotone, en fait, on va en parler ce soir. Et je trouve que l'éducation nationale s'ouvre, et notamment par le biais de Canopé, mais aussi par le biais de chefs d'établissement qui sont autonomes et qui prennent ces autonomies vraiment à bras-le-corps pour pouvoir
expérimenter de nouvelles choses. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Donc, cette conférence en fait partie. Donc, je suis ravie d'être là ce soir. Alors, la première chose, je trouve, quand on va voir une conférence ou enfin un conférencier ou une conférencière, c'est un peu de savoir précisément d'où ce conférencier parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du harcèlement au milieu scolaire, énormément, avec des approches, encore une fois, très différentes. Et je trouve que c'est hyper important qu'on vous dise à chaque fois quel est le terrain en question. Donc, moi, mon terrain, il est multiple, en fait. Le premier terrain qui est le mien, en effet, par la création des centres de consultation chacun scolaire, qui sont des centres de thérapie, créés depuis 15 ans. Donc, on est une trentaine maintenant sur le territoire, on va dire, européen francophone, puisqu'on est à la fois en France, en Belgique et en Suisse. Et on reçoit donc environ 400, 500 plutôt cette année, plutôt 500 enfants ou adolescents par an. Et ces enfants adolescents ont comme caractéristique d'être des enfants adolescents en situation de harcèlement, harcelés. Donc, ça veut dire que c'est sans doute une des bases de données cliniques les plus étendues, en fait, d'Europe francophone. Et donc, c'est un premier terrain qui est extrêmement intéressant parce qu'évidemment, ça nous donne à voir ce qu'ils vivent, ce qu'ils subissent. Et ça nous donne à voir d'ailleurs que ce phénomène est parfaitement réparti, en fait, dans la population, puisque on a des centres à la fois dans des grandes villes comme Paris, comme Lausanne, par exemple, ou Genève. Et on a des centres dans des milieux beaucoup plus ruraux comme Mâcon, par exemple, des moyennes villes aussi, comme Lyon, Dijon, Lille. Et on a également, donc ça veut dire qu'on voit vraiment des choses des patients très différents, en fait, au niveau du territoire. Et puis également, on a monté un dispensaire il y a 3 ans maintenant, grâce à la Fondation pour l'enfance, un dispensaire qui en fait propose aux familles qui n'ont pas les moyens d'aller consulter en ville des séances à 2 euros. Et ça, c'est possible parce que l'ensemble des thérapeutes de mon équipe donnent 2 séances par mois à ce dispensaire. Et ça nous permet donc de voir vraiment des gens qui ont des situations, on va dire des situations professionnelles, des situations financières très différentes. Et donc, ça nous permet déjà de constater que c'est relativement homogène et que on ne peut pas dire qu'un milieu géographique ou un milieu socio-professionnel peut échapper à ça, un petit peu comme la violence conjugale, avec laquelle le harcèlement partage un certain nombre de mécanismes, de processus. Mais en plus, ces 500 enfants, adolescents qu'on reçoit, on les reçoit pas seulement en les écoutant, on les reçoit pour les outils, en fait, pour les accompagner à sortir de cette spirale, de ce fléau, comme on l'a dit en introduction. Et donc, ça nous permet aussi en permanence de réfléchir avec eux à des stratégies de résistance pour s'en sortir. Et donc, ça crée évidemment une banque de données extrêmement intéressante. Ça, c'est notre premier terrain et c'est sans doute le plus important, évidemment. Il a donné lieu, en fait, ce terrain à un documentaire qui a été commandé par France 2 à Mélissa Theriot et qui, pendant 6 semaines, l'équipe de Mélissa Theriot donc, est venue nous filmer, en fait, me filmer en train de travailler avec des enfants qui sont complètement anonymisés, évidemment. Et si vous voulez comprendre un peu la façon dont ça se passe, vraiment, c'est un documentaire qui explique exactement, qui est vraiment au creux de nos cabinets, au creux aussi d'une école élémentaire qui se sert de la façon dont on travaille et au creux d'un collège avec une CPE magnifique qui s'en empare aussi. L'enseignante en question est là ce soir, je crois, l'enseignante d'Alsace, Agnès. Et donc, je vous conseille vivement ce documentaire parce que ça montre au fond comment on peut incarner ça au quotidien. Le deuxième terrain qui est le nôtre, c'est celui des conférences comme ce soir, en fait, comme je vous le disais, c'est-à-dire qu'on a en effet la chance d'être appelé par un certain nombre à la fois d'associations, par exemple de parents d'élèves, mais également d'établissements, mais également d'organismes comme Canopé ou de syndicats comme la FCPE, par exemple, qui vont nous demander en effet d'intervenir et donc de discuter à la fin de notre exposé avec un certain nombre de professionnels. Et ça nous donne un regard qui est extrêmement important parce que c'est le regard à la fois des parents, à la fois des professionnels, et c'est un regard qui est vraiment extrêmement précieux pour nous, puisque évidemment, dans le creux de notre cabinet, on a essentiellement le regard de l'enfant et du parent. On a la chance de former à peu près 100 étudiants, un peu plus de 100 étudiants par an au métier, à notre métier de thérapeute bref et stratégique. Et donc ça, c'est un autre terrain parce que, évidemment, former, transmettre ce modèle, c'est une autre façon de l'appréhender. Ça veut dire que pédagogiquement, il faut vraiment savoir l'expliquer, l'incarner, etc. C'est un autre terrain plus pédagogique, mais qui est évidemment très intéressant.
On a monté le premier diplôme universitaire sur ce sujet-là, l'apaisement des souffrances en milieu scolaire, avec l'école de Palo Alto, dont on va parler ce soir. C'est la 3e promotion. On l'a mené pendant 5 ans à l'Université de Bourgogne, et là maintenant c'est à l'Université de Liège. Et ça, c'est un autre terrain hyper intéressant, parce que là, c'est vraiment des assistants sociaux, des infirmières scolaires, des chefs d'établissement, des enseignants qui ont envie de se former à cette méthodologie, qui viennent donc s'emparer de ces outils-là. Et ça nous permet évidemment de mieux comprendre ce qui se passe dans les établissements. Nous publions pas mal, puisqu'on a publié une 15aine de livres là depuis 15 ans, 14 en fait, très exactement, je crois. Et donc ça, c'est un autre terrain qui est plus universitaire, qui est plus littéraire, qui est plus de l'ordre de la recherche, mais c'est un terrain extrêmement important parce que ça nous permet aussi de voir ce qui se passe dans les autres pays, ce qui se passe sur le territoire aussi, pour pouvoir construire en fait nos écrits. Et donc c'est un terrain, on va dire, moins interactionnel, mais qui est évidemment passionnant aussi. Et puis alors, le dernier terrain qui est le nôtre, et puis je m'arrêterai là, mais c'est pour que voilà, vous voyez un peu tous les angles sur lesquels on appréhende ce phénomène. On a la chance d'avoir été appelé par un certain nombre d'établissements hospitaliers, à la fois privés et publics, donc pas mal de CHU, mais des cliniques aussi. Par exemple, on est allé à l'Institut Gustave Roussy, où j'ai été appelée en fait pour réfléchir avec les soignants à comment outiller les enfants qui rentraient d'un long séjour à l'hôpital parce qu'ils avaient été atteints d'un cancer du cerveau, essentiellement puisque c'est leur spécialité, avec Gustave Roussy, parce qu'en fait, ils s'étaient rendu compte que les enfants qui avaient été éloignés de l'école et qui avaient été très malades, quand ils rentraient de ces longs séjours, ils étaient fortement harcelés, en fait. Ça déclenchait quelque chose d'extrêmement compliqué pour eux, ce qui est quand même invraisemblable, en fait, hein, en termes de cruauté. Et en fait, ça a étayé une espèce de conviction que nous avons, nous. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui lèvent la main. Est-ce qu'ils veulent nous dire quelque chose? Je ne sais pas, Marilène, si vous voyez ou pas. Il y a des questions-réponses. Non, ça n'apparaît pas chez nous. Hein. Alors, donc, c'est qu'il n'y a pas de problème, je pense. Alors, pouvez-vous rappeler le nom du documentaire? C'est Les enfants contre-attaquent. Les Indiens contre-attaquent, pardon, n'importe quoi. La fille qui ne sait plus le nom du documentaire. Donc, Les Indiens contre-attaquent, c'est dans l'émission Infrarouge, en fait, hein, de France 2. Et c'est en replay jusqu'en mars. Donc, en fait, ça a étayé une espèce de conviction que nous avions, mais une conviction un peu empirique sur un plan clinique, et qui est qu'au fond, le premier ingrédient pour nous du harcèlement, ce qui va le rendre possible, en fait, le contexte qui va le rendre possible, enfin un élément de contexte, c'est la vulnérabilité présumée des enfants harcelés. Ça veut dire que les enfants harceleurs ne vont pas choisir, évidemment, leurs victimes au hasard. Ils vont les choisir de façon très précise, avec un radar qu'ils ont qui est très aiguisé et qui, en fait, leur permet de percevoir quel enfant est vulnérable, quel adolescent est vulnérable à un moment donné. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vient corroborer aussi ce que je disais tout au début, c'est que tout enfant, comme tout adulte d'ailleurs, peut être vulnérable à un instant donné dans sa vie parce que les parents se sont disputés, parce que mamie est malade, parce que on a perdu son chat, enfin bref, plein de raisons tout à fait valables. Et donc c'est la raison pour laquelle, de notre point de vue, ce fléau touche tout le monde en fait, parce que tout le monde à un moment donné peut être vulnérable et cette vulnérabilité peut se voir. Parce qu'au fond, on pourrait définir la vulnérabilité de ces enfants-là en disant que c'est une fragilité repérable par les gens qui veulent asseoir leur pouvoir en étant dans le harcèlement. On l'a vu aussi ça à l'hôtel Kremlin 17, qu'on est intervenu au service hémophilie, exactement pour les mêmes raisons. Les enfants hémophiles sont des enfants qui sont très scrutés avec beaucoup d'inquiétude, à la fois par leurs parents, c'est parfaitement logique, à la fois par les enseignants, c'est logique aussi. Eux-mêmes sont extrêmement inquiets puisque un choc peut être létal d'une certaine façon. Et donc, du coup, il y a comme une espèce d'inquiétude autour d'eux, des enfants assez recroquevillés, et qui donc, d'une certaine manière, exhalent une forme de vulnérabilité qui va inciter un certain nombre d'enfants en recherche de popularité à s'attaquer à eux plutôt qu'à d'autres, en fait. Et puis, le dernier terrain, enfin, l'avant-dernier, en fait, qui est le mien depuis 2 ans, c'est celui de la pédopsychiatrie. En fait, j'ai le grand bonheur d'avoir formé et surtout d'analyser la pratique d'une vingtaine de pédopsychiatres
donc médecin, au CHU de Montpellier. Donc, c'est un terrain extrêmement intéressant parce que ça me permet de travailler avec eux sur des moments très critiques, très aigus, en fait, qu'on ne reçoit pas nous en consultation, c'est-à-dire des moments où les parents emmènent les enfants aux urgences tellement c'est l'horreur, tellement c'est affreux, tellement c'est critique. Et donc, ça, c'est un autre terrain qui est extrêmement intéressant puisque on sait que, notamment sur tout ce qui est phobie scolaire, refus d'obstacles comme ça brutal au niveau académique, dans 60 à 70% des cas, et en tout cas c'est leur échantillon à eux aussi, ce sont pour des faits de harcèlement ou des craintes de harcèlement. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient nourrir aussi notre pratique. Et puis il y a dans mon équipe des gens tous remarquables, et il y en a certains qui considèrent que en fait, quand ils étaient petits, alors qu'ils étaient en difficulté relationnelle avec leur père, PAIRS, avec les autres, eh bien, quelque chose qui les a sauvés, c'est la colonie de vacances. C'est-à-dire que tout à coup, ils ont été propulsés dans un endroit pendant un certain temps où, au fond, ça s'est bien passé avec les autres. Et donc, ils se sont dit, c'est vraiment un outil fabuleux, en fait, pour remettre des enfants en confiance. Et donc, ils ont décidé de monter les colorés vélos. Donc, colorés vélos dont nous sommes partenaires, parce que du coup, les animateurs sont aussi des thérapeutes. Ça veut dire que c'est à la fois très dans l'imaginaire et à la fois avec des adultes qui peuvent aider les enfants à faire des expériences émotionnelles, à faire des expériences relationnelles tout à fait intéressantes pour la suite. Donc voilà les différents terrains qui sont les nôtres. Hein, donc on rigole pas trop chez Chagrin Scolaire. On a beaucoup de terrains. Ça, c'est sûr qu'on peut dire ça. Alors, pour préparer cette conférence, je me suis dit que le plus simple, ce serait que je parte d'une vignette clinique, un peu, d'une certaine manière, emblématique des différentes situations que nous recevons, et je le redis, quels que soient les centres. Alors, je vais vous parler de Jean-Paul. Jean-Paul a 12 ans, comme vous pouvez le constater dans cette vignette. À la fin de la thérapie, Jean-Paul me dit est-ce que je pourrais être dans ton dernier livre, enfin dans ton prochain livre, pardon. Alors je lui dis bah non en fait parce qu'en fait moi je modifie complètement tous les prénoms, les genres, les contextes, enfin etc. pour qu'évidemment personne ne soit reconnaissable, donc c'est pas du tout dans mes habitudes, donc non. Il me dit bah pourtant j'aimerais bien parce que je trouve que ça pourrait rendre service à des gens et donc j'aimerais vraiment que tu me fasses figurer dans ton prochain livre. Alors je lui dis mais écoute bien pourquoi pas, enfin je veux dire on en reparle, reparlons-en, enfin je veux dire voilà bon bref donc finalement j'ai accepté parce qu'il était très insistant et donc il a fallu que j'envoie une photo de Jean-Paul à mon illustratrice. Et donc, elle l'a dessiné. Et en effet, il est comme ça. Donc, en effet, c'est Jean-Paul, donc il s'assoit en face de moi. Nous sommes en mars, au moment où il vient me voir. Et alors, il s'assoit, il me dit, donc ça se passe pas très bien pour moi au collège. Et il me dit, alors déjà, mon premier problème, me dit-il, je m'appelle Jean-Paul. Alors, je lui ai dit, c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, je veux dire. Je n'ai pas dit que ce prénom est très joli, évidemment. J'espère qu'il y a plein de Jean-Paul dans cette assemblée. C'est un très beau prénom, évidemment, il est magnifique. Mais il fait un peu 19e. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que normalement, quand on a 12 ans, on ne s'appelle pas Jean-Paul. Ou alors, c'est que ça, je lui ai dit d'ailleurs, ta mère peut-être ne t'aimait pas. Enfin, je veux dire, quand non, je lui ai dit ça. La psy horrible, hyper cruelle. Je n'ai évidemment pas dit ça. J'ai dit, d'accord, bah, j'imagine. Donc, en effet, c'est pas, voilà. Donc, il me dit, donc, du coup, ils passent leur temps à m'appeler Popol. Donc, je dis, bah voilà, donc ils sont créatifs, ils ont choisi ça, ok, très bien. Bon. Et là, il me dit, et il le dit comme ça, parce que Jean-Paul parle comme ça, parce que Jean-Paul est un enfant particulier. Jean-Paul me dit, ma deuxième caractéristique, c'est que, donc déjà, moi, les collégiens qui font des mots avec plus de 2 syllabes, déjà, je suis impressionnée, mais là, caractéristique, on n'est pas loin de 7. Enfin, je veux dire, c'est très impressionnant. Donc, je lui dis, d'accord. Ma principale caractéristique, me dit-il, par ailleurs, c'est que j'ai 18 sur 20 de moyenne générale. Et donc là, je lui dis, oui, mais enfin, Jean-Paul, si tu n'y mets pas du tien un petit peu, on va pas s'en sortir tous les deux. Enfin, il va falloir que tu m'aides. Non, je vous plaisante. J'imagine la tête des profs, là. Donc non, j'ai pas dit ça du tout, évidemment. Jamais je ne vais dire à un enfant d'avoir de plus mauvaises notes pour ne plus se faire harceler. Néanmoins, il me dit que, voilà, ça crée quand même un certain nombre de moqueries. Il se fait beaucoup traiter de suceur, par exemple, qui est une insulte très en vogue en ce moment dans les collèges. Et donc, Jean-Paul me dit, d'ailleurs, ça veut dire quoi, suceur? Parce que j'ai pas très bien compris. Je lui dis, bah, ça veut dire un petit peu qui est bon élève, en effet, c'est ça que ça veut dire, hein, parce que c'est quand même pas moi qui vais expliquer ce genre de choses aux collégiens. Donc voilà, donc il me dit, voilà, ça c'est ma deuxième caractéristique. Et puis il me dit, et puis pour finir, je fais à peu près 32 kilos tout mouillé, donc voilà, c'est pas non plus aidant. Je lui dis, non, c'est vrai qu'on a beaucoup de handicap dans cette situation, Jean-Paul, on va pas se mentir, mais voilà, il faut qu'on parte avec ce qu'on a, donc ok. Alors Jean-Paul s'exprime un peu, pour vous expliquer bien, il s'exprime, donc c'est ce qu'on appelle un HPI vraisemblablement non diagnostiqué, mais enfin bon, partie de
voilà, des enfants qui élaborent très bien et qui sont souvent très aimés par les adultes et pas tellement par leurs congénères, en fait, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, Jean-Paul me dit, en fait, il se passe que depuis septembre, donc je vous rappelle que nous sommes en mars, donc ça fait beaucoup de mois. Depuis septembre, Lucas, qui est un garçon de ma classe, m'a choisi comme bouc émissaire, mes petites, je pense, puisque ils passent leur vie, lui et sa bande, à me houspiller en permanence. Parce qu'il dit houspiller, hein. C'est-à-dire c'est pas moi qui invente, hein. C'est pas moi. Moi, par exemple, je ne dirais jamais houspiller, mais Jean-Paul parle comme ça. Donc je lui dis d'accord. Donc qu'est-ce qu'ils font? On la raconte un peu. Et Jean-Paul me dit en fait, c'est pas en classe parce qu'ils ont bien compris que ça énerve les adultes, hein, donc ils font pas ça en classe. En classe, ils se tiennent plutôt très bien. Et d'ailleurs, il me dit Lucas, c'est un gamin très populaire, c'est un mec très populaire, non seulement auprès des collégiens, mais également auprès des enseignants. C'est un enfant qui a plutôt de bonnes notes, qui est plutôt très astucieux relationnellement, comme la plupart des harceleurs d'ailleurs. Et en fait, il me dit, voilà, c'est le type de garçon, tu vois, tous les autres garçons veulent être son copain. Et toutes les autres filles le trouvent tellement trop beau. Donc, voilà comment Jean-Paul me définit Lucas. Il dit autre chose qui est très intéressant. Il dit, Lucas, il est très sympa avec ses copains. Et il en a beaucoup. En fait, il n'y a qu'avec moi qu'il n'est pas sympa. Donc, il me dit, ça ne se passe pas en cours, hein, très clairement. Ça ne se passe pas non plus au self. Et de toute façon, moi, au self, je suis tout seul. Ça, c'est un signal faible, hein, très clair, hein, pour les enseignants. Il dit, aux interclasses, en fait, je suis souvent tout seul sur un banc parce que j'ai assez peu d'amis dans ce collège. Jean-Paul, quand un enfant dit ça, et Jean-Paul le dit, donc quand il dit « je n'ai pas beaucoup d'amis dans ce collège », ça veut dire qu'ils n'en ont pas, mais qu'ils ne veulent pas nous le dire parce qu'ils savent que ça génère chez nous une espèce d'angoisse adulte qui fait qu'on va faire des choses totalement contre-productives, comme par exemple aller voir les autres enfants dans la cour en disant « vous pourriez pas un peu être sympa avec Jean-Paul parce que franchement, il est souvent tout seul et c'est pas très sympa. » Ce qui est le pire qu'on puisse faire à un enfant harcelé, le pire. Parce que c'est comme si on mettait un projecteur extrêmement violent sur son incapacité en fait à entrer en relation et ça génère immanquablement exactement l'inverse de ce qu'on veut. Et ça, les enfants le savent et c'est la raison pour laquelle ils n'en parlent pas aux adultes. Une des raisons pour lesquelles ils n'en parlent pas aux adultes. Donc, il me dit, je suis souvent toute seule sur un banc et là, en fait, je les vois arriver du fond de la cour. Donc, on est dans un collège du centre-ville d'une grande ville du continent. Et donc, il me dit de les voir arriver, donc ils sont 5 ou 6, hein, il y a Lucas, il faut 4 ou 5 de ses acolytes. Et là, en fait, et je le dis aux parents qui sont là, c'est extrêmement important de bien l'entendre. Jean-Paul me dit, en fait, quelqu'un qui les verrait arriver comme ça vers moi, même en les observant de façon assez précise, ne percevrait aucune agressivité dans leur gestuelle. C'est-à-dire qu'ils arrivent très doucement, en fait, jusqu'au banc, de façon très pacifique. Un peu comme si un groupe de 5 élèves allait voir un de ses copains assis sur un banc. Et puis là, il s'assoit tout autour de lui. Lucas se met toujours à côté de lui. Et Lucas, son premier rituel, c'est qu'il se met très proche de Jean-Paul et il lui donne des petits coups de coude très violents dans les côtes, en fait. Jean-Paul me dit, ça se voit pas du tout de loin, personne ne peut le voir, en fait. Mais ça fait super mal. Il me dit, donc je me retiens de pleurer. Et il me dit, je crois que c'est la personne au monde qui a le coude le plus pointu. Donc, tellement il a mal, mon amour. Donc, ils font ça, il fait ça, en fait. Hein, c'est Lucas qui fait ça parce que c'est le chef. Et puis ensuite, il commence, ou en même temps, hein, il commence à l'insulter. En gros, en substance, hein, ils lui disent alors, espèce de gros cassos, toujours pas de vie sociale, toujours pas d'amis, toujours tout seul. En même temps, t'as vu ta gueule. Tu comptes crever quand? C'est ça que dit la bande de Lucas à Jean-Paul. Jean-Paul me dit, je me retiens pour pas pleurer parce que je veux pas leur faire cette joie-là, mais à certains moments, je peux pas m'en empêcher, donc je saute du banc et je cours dans les toilettes pour me cacher, mais je pense qu'ils savent que j'y vais pour pleurer. Je lui dis oui, ils le savent, Jean-Paul, c'est une évidence. Ils le savent et ça les excite. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et qui est très difficile à comprendre, je trouve, pour la communauté adulte que nous sommes, c'est que un des carburants essentiels du harcèlement, c'est la souffrance
exprimée et donc ressentie par les harceleurs, c'est-à-dire la souffrance de la victime qu'ils perçoivent, qu'ils ressentent. Ça, c'est un carburant parce que ça leur indique au fond que ça fonctionne et que donc, ils peuvent continuer. Et donc, je dis à Jean-Paul, mais c'est insupportable. Et je lui dis, mais juste que je comprenne bien, ils font ça combien de fois par semaine, quoi, enfin, ou par mois, je ne sais pas trop. Et Jean-Paul, avec sa syntaxe qui n'appartient qu'à lui, me répond à chaque récré que Dieu fait. Et il me dit, je les ai comptés jusqu'à la fin de l'année, il y en a beaucoup, je ne suis pas sûre que je vais tenir le choc. Et je dis, parce que c'est ça ma question, en fait, Jean-Paul. Ma question, c'est comment tu fais pour tenir le choc? Parce que moi, s'il m'arrivait la même chose qu'à toi, je serais en PLS dans mon salon, ce serait impossible de me faire sortir de la maison, je dirais, allez bien tous vous faire foutre, en fait. Je n'irai pas dans cette mare au crocodile. Donc, la question que je me pose, c'est comment tu as ce courage-là, quoi. Et Jean-Paul me dit, mais en fait, j'en ai de moins en moins. C'est-à-dire que avant, c'était juste le dimanche soir que j'étais mal et que je commençais à avoir envie de vomir et que je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas une vie, en fait. Mais je passais un bon week-end là maintenant. Dès le samedi matin, je commence à me dire, il va falloir que j'y retourne après-demain, quoi. Le pire, me dit-il, et souvent les enfants harcelés disent ça, le pire, c'est la veille des retours de vacances, des courtes vacances de 15 jours, parce que pendant 15 jours, ça a été le paradis et que tout à coup, il faut retourner dans l'enfer, en fait, d'une certaine façon. Et Jean-Paul me dit, donc en fait, moi, ce que j'aimerais bien, si tu en es d'accord, c'est que tu réussisses à convaincre les parents de me changer de collège, parce que je pense que je ne vais pas survivre, en fait. Donc, c'est une tentation évidemment extrêmement forte chez les enfants, chez les parents, chez les équipes éducatives, même d'une certaine manière. Hein. C'est une tentation très forte que de se dire on va le changer d'établissement parce que cet écosystème génère trop de souffrance. Les chiffres sont assez éloquents. Dans 60 à 70% des cas, le harcèlement recommence. Il y a 30 à 40% des cas où il ne recommence pas. Nous, ces 60-70% ne nous étonnent pas dans la mesure où pour nous, c'est le signe qu'en effet, l'enfant, l'adolescent n'a pas fait un apprentissage par rapport à ça. C'est-à-dire que le seul apprentissage qu'il a fait, c'est que devant une situation pareille, il faut fuir. Ce qui veut dire que si la situation se renouvelle, il faudra fuir à nouveau. Donc, il y a des gens comme ça qui vont fuir toute leur vie. Et donc, je dis à Jean-Paul, en fait, moi, je comprends parfaitement. À ta place, j'aurais envie de changer d'établissement. Le problème, c'est, imaginons que j'arrive à convaincre les parents, ce qui n'est pas gagné, mais que dans ce nouveau collège, il y a un autre Lucas. Imaginons qu'il soit un peu plus gentil, un tout petit peu plus, ou peut-être même qu'il soit un peu plus méchant, parce que ça existe aussi. Parce que je dis, le problème, Jean-Paul, c'est que des Lucas, il y en a partout. Partout. Tu pourras demander à papa et maman, d'ailleurs, il y en a même dans la machine à café ensuite, parce que les petits Lucas, ils grandissent. Et comme la plupart du temps, ils ne sont pas tombés sur des os relationnels de la part de leur père, PAIRS, eh bien, ils continuent en fait. Et donc, moi, je me dis que là, on a l'avantage de mars à juin d'avoir sous la main un Lucas quand même bien musclé. Ça veut dire que si toi et moi, on arrive à le faire tomber de son piédestal, à mon avis, tu sauras te taper, enfin te faire tous les Lucas de la Terre. Et ça, c'est un apprentissage qui n'a pas de prix. Mais pour ça, j'ai vraiment besoin de comprendre en fait plusieurs choses, et notamment ce que toi, tu as essayé de mettre en place pour faire en sorte que ils arrêtent en fait. Parce que j'imagine que intelligent comme tu es, tu as essayé de faire des choses. Parce que les enfants harcelés ont souvent essayé de faire des choses. Pourquoi je demande ça à Jean-Paul? Parce que mon métier en fait consiste en substance à identifier ce que les enfants et leurs parents et l'entourage éducatif a mis en place pour tenter de résoudre un problème de harcèlement ou autre. Tout ce qu'ils ont mis en place et qui n'a pas fonctionné, voire qui a alimenté le problème. Parce que, comme le disait un des grands penseurs de l'école de Palo Alto, le problème, souvent, c'est la solution. Ça veut dire que c'est précisément ce qu'on va mettre en place pour tenter de résoudre un problème qui non seulement ne va pas le résoudre, mais va l'alimenter, voire l'aggraver. Et une fois que j'ai identifié ça avec les enfants et les parents et les équipes éducatives, alors je vais proposer à tous ceux qui ont mis en place quelque chose de faire ce qu'on appelle un virage à 180 degrés. C'est pour ça que c'est écrit ici. Un virage à 180 degrés, c'est-à-dire que je vais leur proposer de faire exactement l'inverse de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Mais pour faire un virage à 180 degrés qui soit efficace, efficient, productif, il faut évidemment qu'il soit vraiment extrêmement ajusté sur ce qui a déjà été mis en place et qui n'a pas fonctionné. Jean-Paul me dit, la première chose que j'ai faite, c'est que j'en ai parlé à maman. Ce qui est parfaitement logique puisque toute l'institution, d'une façon générale, la société même, hein, globalement, va dire à ses enfants, parle à un adulte,
la plupart du temps, en implicite, ce qui est dit aussi, c'est qu'il va s'en occuper à ta place. Et donc, il est bien logique que Jean-Paul en ait parlé à la personne en qui il a le plus confiance et qui, en l'occurrence, est ta maman. Et donc, sa maman, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon de clinicien de façon extrêmement affectueuse, qui est une maman gandite, une maman qui considère qu'on ne répond pas à la violence par la violence, qui dit à Jean-Paul, moi j'ai été élevée dans l'empathie, le vivre ensemble, l'amour des autres et le respect. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'il faut en permanence incarner comme valeur, ce qui est parfaitement juste et avec lequel je suis parfaitement d'accord. En même temps, moi je pense que voilà, laisser prospérer la violence, laisser les autres nous faire du mal, pour moi, c'est ne pas être pacifique, puisque ça accumule de la violence, ça l'amplifie. Mais surtout, moi, la question que je me pose, c'est une fois que ces valeurs-là sont dites et elles sont importantes, quel est le conseil opérationnel qu'on donne à Jean-Paul? Qu'est-ce que veut dire cette maman, en fait, d'une certaine façon? Comment elle va l'utiliser? Et en partant de ces principes-là, et c'est parfaitement logique, la plupart de ces mamans-là, les mamans Gandhi, qui sont légion, hein, vraiment, vont dire à leur enfant, et en l'occurrence à Jean-Paul, moi, ce que je te propose, c'est de faire comme si tu n'entendais pas. Ce qui est d'une grande logique, en se disant ils vont finir par se latter devant tant d'indifférence. Sauf que, quand on a 12 ans, faire comme si on n'entendait pas alors qu'on est en permanence malmené, harcelé, poussé au suicide, ça n'est juste pas possible. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas possible à 53 ans. La vieille personne que je suis n'est pas capable d'incarner ça. En fait, si j'étais harcelée multi-quotidiennement et qu'on me dise fais comme si tu n'entendais pas, je ne comprendrais même pas ce qu'on essaie de me dire. En fait. Or, c'est ce qu'on dit aux enfants. Et donc, certains d'ailleurs de ces enfants s'approprient cette consigne et ils arrivent en consultation un peu comme des poupées cassées avec les yeux tournés vers l'intérieur. Et moi, ce sont ces enfants-là qui m'inquiètent le plus. Parce que c'est comme s'ils avaient coupé toute espèce d'interaction avec l'environnement. Et qu'ils étaient qu'avec eux-mêmes, en fait, dans des espèces de tsunamis émotionnels tout à fait dramatiques. Donc, Jean-Paul a écouté ce que lui a dit sa maman, ce qui est encore une fois parfaitement logique. Et donc, il a essayé de prendre un air très indifférent, ce qui n'a absolument pas fonctionné. Ça n'a pas aggravé les choses, mais ça n'a pas fonctionné. J'insiste sur un point important, c'est que Jean-Paul a dit 10% de ce qui lui est arrivé à sa mère. 10%. Ce qui est très peu. Et je lui dis, mais comment c'est-il que tu es atténué comme ça? Et il me dit, parce que je ne veux pas faire pleurer maman. Je vous l'ai dit, c'est important. C'est une des raisons pour lesquelles il n'en parle pas, parce que vous êtes une génération de parents pour laquelle, plusieurs générations d'ailleurs devant moi, pour laquelle j'ai la plus grande et la plus infinie des tendresses, mais c'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup plus que les parents d'avant. Et donc, ils le sentent. Et donc, ils se disent, je ne vais pas faire pleurer maman. Lui me rajoute, et en plus, papa est très colérique. Donc, si maman pleure, papa va le savoir. Et si papa le sait, il va prendre Lucas et ses frères, le père de Lucas et ses frères, le grand-père de Lucas et ses frères, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait plus de vivants. Et il va les mettre dans une cave et il va les brûler à l'acide fluorhydrique pendant très longtemps afin qu'ils meurent dans d'atroces souffrances, lentement. Et puis dit, on ne va pas faire ça du tout, donc du coup, parce qu'on ne voudrait pas que papa aille en prison quand même. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il n'en parle pas. La deuxième raison, c'est que souvent, ils ont très peur de ce qu'on va faire, n'écoutant que notre indignation et notre cœur de papa-maman blessés par ce qu'ils subissent. Et ils ont raison d'avoir peur parce que souvent, l'inquiétude et l'amour, ça fait pas très bon ménage. Ça fait des cocktails assez peu productifs en matière d'intervention. Donc, ça n'a pas fonctionné. À noter aussi, point important, que quand la maman de Jean-Paul lui dit « Ça va, chérie, ça va mieux là avec Lucas ?» Il dit « Ouais, beaucoup mieux. » Il a arrêté quasiment. Parce qu'à un moment donné, il se dit « Maman ne sait pas faire, en fait. » Donc, Jean-Paul ne s'en est pas arrêté là. Et nous avons eu de la chance d'une certaine manière parce que la maman de Jean-Paul est une maman Gandhi, on aurait pu tomber sur bien pire, on aurait pu tomber sur des mamans louves, par exemple. Donc la maman louve, je pense qu'il y en a encore, sans tout cas pas moi, il y en a en Saône-et-Loire. La maman louve, par exemple, c'est celle qui va pousser en fait la maîtresse de troisième section de maternelle, enfin de troisième année, pardon, de moyenne section de maternelle, qui va pousser la maîtresse, rentrer dans la cour, s'approcher du délinquant qui donc a osé s'en prendre à son fils, va regarder donc cet enfant de 3 ans et demi en lui disant regarde-moi bien, regarde-moi bien, et qui va dire si tu t'approches de mon fils désormais à plus de 2 mètres, regarde ce qui se passe.
Alors donc, d'une certaine façon, ça peut fonctionner, hein, puisque l'enfant est polytraumatisé, c'est-à-dire que le soir, il rentre chez lui, il dit « Il y a une grosse dame qui est venue me voir dans la cour, je ne veux plus aller à l'école », et donc il est envoyé en hôpital psychiatrique. Donc, d'une certaine manière, votre enfant est sauvé. Mais ça marche une fois sur 100. Environ les 99 autres fois, ça ne marche pas du tout, puisqu'au fond, quand on fait ça, même à 3 ans et demi, c'est comme si on mettait un post-it sur le front de son gamin où c'est écrit « Vas-y, fais-toi plaisir, dans ma mère, je ne sais rien faire ». Et donc, encore une fois, ce projecteur dont on parlait tout à l'heure, on le braque sur l'enfant, on montre à quel point finalement il n'a pas de compétences. On ne veut pas faire ça. On veut lui dire qu'on l'aime et on veut le protéger d'une souffrance liée à un délinquant de 3 ans et demi qui le harcèle de façon cruelle. Mais le message, quand même, il est là aussi, quoi. On a les parents dolto aussi. Alors ça, c'est une autre catégorie de parents. Le parent dolto, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va plutôt appeler les parents, en fait, de l'enfant harceleur. En mode un peu, il faut qu'on parle des enfants, surtout vraiment ne t'inquiète pas, rien de grave, mais j'aimerais qu'on discute 2 minutes. Moi, personnellement, je reçois un message comme ça sur mon répondeur, je ne réponds pas. Je sens que ça pue vraiment, quand même. Donc, souvent, d'ailleurs, ils ne répondent pas. Et puis, au bout d'un moment, bon, ils sont un peu bloqués, donc ils sont obligés de répondre. Et là, alors, il se passe quelque chose d'assez horrible, c'est que bah, on est bien d'accord que les parents d'enfants harceleurs, ils ne savent pas que leur enfant est harceleur, en fait, hein, parce qu'il ne va pas se vanter le soir au dîner en disant « J'ai mis la tête dans les chiottes de 3 camarades aujourd'hui, j'ai adoré ça, vraiment, c'était très sympa ». Ils font pas ça. Donc, évidemment, ils tombent des nues la plupart du temps, les parents. Souvent, ils ne comprennent pas, et pour eux, ça n'est pas possible parce que pour eux, ils ont élevé leur enfant avec des valeurs telles que celles qu'on disait tout à l'heure, en fait, hein. Les enfants harceleurs, ce ne sont pas des psychopathes, ce ne sont pas des enfants de psychopathes. Ce sont nos enfants. Je suis navrée de vous l'apprendre. Ce sont nos enfants et en fait, ce qui les meut d'une certaine façon, c'est d'abord un objectif de sécurisation. C'est-à-dire qu'ils se disent, en fait, si je suis harceleur, pardon, il y a beaucoup moins de chances que je sois harcelé. Ce qui est vrai. Pragmatiquement, c'est juste. Même si moralement, ça l'est moins. Et la deuxième chose que les adultes ont beaucoup de mal à entendre, je ne sais pas parce que c'est le monde de l'enfance tout à coup devient beaucoup moins jovial et joyeux, hein, mais c'est que l'émotion que ressent le harceleur au moment où il harcèle, et ça c'est très bien vu dans le documentaire, très bien décrit par une petite fille en fait, hein, une petite collégienne, l'émotion principale de l'enfant harceleur au moment où il harcèle, c'est du plaisir. C'est un plaisir lié à l'emprise, c'est un plaisir lié au pouvoir qu'il a, l'impact monumental qu'il a à la fois sur une personne, à la fois sur un groupe de personnes. C'est un plaisir qui n'a pas de prix et qui a assez peu d'équivalent. Or, la plupart du temps, institutionnellement, on va en permanence parler à ces enfants-là en leur disant « tu devrais arrêter ça ». Or, eux, ils vont dire oui, parce qu'ils sont gentils, qu'ils n'ont pas envie de se faire punir, surtout depuis qu'il y a le délit spécifique du harcèlement. Hein. Donc ça, pour moi, vraiment, ça va vraiment les pousser à faire des choses qui vont passer en dessous des radars des adultes, qui font déjà très clairement. Hein. Mais là, à mon avis, ça va les pousser davantage. Et ça les pousse déjà, puisque nous, en fait, ce qu'on constate, et ça, c'est important que je vous le dise ce soir, ce qu'on constate depuis, je dirais, 1 an environ, c'est une recrudescence des cas qui viennent nous voir, non pas du tout pour du harcèlement au sens insulte, au sens raquette, au sens brutalité physique, mais des enfants qui viennent nous voir parce qu'ils sont isolés, parce qu'on ne leur parle pas, parce qu'ils sont invités à aucun anniversaire, parce qu'on ne veut pas d'eux dans les travaux de groupe, ni dans les binômes. Et ça, c'est très malin de la part des harceleurs, parce que c'est pas sanctionnable par l'institution. On ne peut pas forcer un enfant à se mettre en binôme avec un autre. On ne peut pas forcer des adolescents à en aimer d'autres. Ça n'existe pas et c'est pas sanctionnable. La petite Dina, qui s'est suicidée il y a 1 an, la procureure a conclu un non-lieu parce qu'en effet, il n'y avait pas de fait de harcèlement tel que défini par l'éducation nationale. En revanche, elle était toute seule parce qu'elle avait été exclue de son groupe d'amis. Mais ça n'entre pas dans la définition. Et c'est bien dommage parce que c'est un motif de souffrance absolument hallucinant chez nos enfants et nos adolescents actuellement. Donc, la plupart du temps, le parent dolto, malheureusement, ce qui se prend assez rapidement au visage, c'est un déni du parent en face qui dit « mais c'est pas possible, en fait, moi, mon fils, c'est pas du tout comme ça, je vais lui en parler, mais vraiment, ça m'étonne ». Et donc, en effet, le parent, souvent, de l'enfant harceleur va lui en parler, et là, l'enfant harceleur, est-ce que vous pensez 1 seconde qu'il va se laisser faire?
Je rappelle que ce sont des enfants qui souvent sont plutôt très doués interactionnellement. Hein. Donc, il va dire, ah ouais, enfin, tu sais, Jean-Paul, franchement, il n'est pas toujours sympa. Enfin, je veux dire, c'est pas si simple que ça, quoi. Hein. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que sa mère a envie d'entendre. Donc, elle va le croire. Et souvent, elle va dire à la maman de l'enfant harcelé ou au papa de l'enfant harcelé, oui, franchement, c'est un peu plus compliqué que ça. Cette phrase-là, qu'entendent beaucoup de mamans et de papas d'enfants harcelés, elle est terrible parce que c'est comme si on niait complètement la souffrance de leur enfant. Puis Jean-Paul ne s'est pas arrêté là. Je parle vite parce que je dois aller super vite parce que en fait, j'ai pas du tout le temps. En fait, c'est ça dont je me rends compte. J'ai été piégée par Canopé. Non, je plaisante. J'ai fait essayer de parler vite et d'être intelligible néanmoins. Donc, Jean-Paul n'a pas fait que ça. Jean-Paul, il est allé ensuite, vu que ça n'avait pas fonctionné, il est allé voir la CPE. Ce qui, encore une fois, est parfaitement logique puisque c'est ce qu'on lui indique comme solution. Et il se trouve qu'il adore sa CPE, qui est une CPE formidable, pas aussi formidable que celle qui est dans le documentaire, à Limoges, je plaisante, mais quand même pas loin. Visiblement, vraiment, c'est une chouette CPE. Et donc là, Jean-Paul me dit, donc là, moi, je ne l'ai pas épargné, je ne lui ai pas dit du coup 10%, j'ai dit 100% de ce qui m'arrivait. Et là, la CPM, elle a fait le job. C'est-à-dire qu'elle a convoqué Lucas et 3 de ses acolytes, dont Jean-Paul avait donné les noms, avec Jean-Paul. Donc, elle a fait une sorte de séance de médiation. Et elle a été très claire. C'est-à-dire qu'elle a dit à Lucas et ses acolytes, je crois parfaitement ce que me dit Jean-Paul. Je trouve ça profondément inadmissible sur un plan moral. Je trouve ça ignoble. Et je ne tolérerai pas ça plus avant dans mon établissement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous rappelle que c'est du pénal et qu'il y a un délit spécifique pour ça et que vous pouvez être très embêté avec vos parents. Je vous le dis aussi bien sur un plan pécuniaire, enfin voilà, juridique que sur un plan pécuniaire. Donc, ça peut être vraiment très ennuyeux. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, la dernière, et après, j'en arrêterai là après vous avoir donné le sujet de vos 4 heures de colle et après avoir envoyé un mot à vos parents, c'est que si jamais Jean-Paul me remonte à nouveau des faits de cette nature-là, ces conseils de discipline immédiatement convoqués par mes soins, et je mettrai tout mon poids dans la balance pour que vous soyez exclus de façon définitive. Est-ce que c'est très clair? Donc la CPE, elle fait le job. Et Jean-Paul me dit, j'étais vraiment hyper soulagée à ce moment-là. Je me suis dit, c'est bon, là, ils vont comprendre parce qu'elle a vraiment pas mâché ses mots. Elle a vraiment pris ma défense. Voilà, enfin une adulte sur qui on peut compter. Et je comprends parfaitement son point de vue. Et puis là, c'est souvent à ce moment-là de l'entretien qu'ils pleurent, les enfants et les adolescents. Là, je dis, mais donc, qu'a dit Lucas, en fait? Et Jean-Paul me dit, bah, Lucas s'est retourné vers moi et il m'a dit, gros, je savais pas que ça te faisait autant de peine. Il fallait juste me le dire. Pourquoi Jean-Paul pleure à ce moment-là de l'entretien? Parce qu'il l'a cru. La CPE aussi. Elle a été très émue même par cette prise de conscience tout à fait remarquable de la part de ce Lucas qui finalement n'a que des qualités. Jean-Paul me dit, ce qui a été horrible, c'est que je l'ai cru sur le moment et même je te dis, c'est horrible, j'ai honte, mais j'ai même cru qu'on allait peut-être devenir copains. Et ce qui était encore plus horrible, c'est que je l'ai cru pendant 3 jours parce que pendant 3 jours, il ne s'est rien passé. Rien. Et puis le 4e jour, ils m'ont chopé près d'un préau, dans ce qu'on appelle nous les zones grises des établissements, c'est-à-dire les zones où le regard de l'adulte ne va que peu fréquemment. Il l'a pris par le col, il l'a collé contre le mur, il lui a dit, écoute-moi bien, espèce de poucave de mes couilles. Si jamais je suis reconvoqué à cause de toi par la CPE, je te nique et je nique toute ta famille. Jean-Paul me dit, je ne pense pas que ce soit vrai, mais ça fait quand même très peur. Je lui dis, ça fait super peur, c'est hyper brutal, c'est horrible. Enfin, vraiment, j'en suis désolée pour toi, quoi. Et du coup, un peu comme pour sa maman, quand Jean-Paul croise la CPE dans les couloirs et qu'elle lui dit, ça va, Jean-Paul? Il dit, ça va super, merci. Le problème, c'est que évidemment rien n'est réglé et que du coup, lui il ne va plus sur son banc parce qu'il a vraiment hyper peur. Hein. Mais ils arrivent à le choper à certains moments, moins souvent évidemment, parce que lui a toutes sortes de stratégies d'évitement. Donc, il essaie de rester le plus longtemps possible dans la salle de cours pour que l'interclasse dure moins longtemps. Il va le plus vite possible dans la salle d'après pour les mêmes raisons. Il passe pas mal de temps au CDI. Et il passe beaucoup de temps à la chamane. Et là, l'infirmière, à qui on ne la raconte pas, puisque c'est
Ces femmes-là sont souvent absolument remarquables et sont les confidentes, en fait, hein, de nos enfants. Au bout du 5e passage à l'infirmerie, il lui dit: Jean-Paul, on va discuter de ce mal de ventre, la chronique, parce que peut-être il faut une opération, peut-être tu as l'appendicite, parce que quand même, tu as vraiment très souvent mal, notamment pendant les récréations, j'ai remarqué. Et là, Jean-Paul lui dit: si je te dis quelque chose, tu jures que tu le dis à personne. Ça la met dans une position extrêmement difficile, hein. Elles sont souvent dans cette position-là, hein, très délicate, parce que Jean-Paul ne veut plus qu'on en parle aux adultes de l'établissement. Il ne veut pas qu'on en parle à ses parents. Et c'est comme ça qu'il arrive dans mon cabinet, puisque l'infirmière scolaire lui dit: moi, je vais dire aux parents que tu as besoin de gérer tes émotions, parce que ça, c'est un truc qui plaît bien aux adultes, la gestion des émotions, et que donc je t'envoie chez quelqu'un, et puis tu pourras lui parler de ce qui t'arrive en toute confidentialité. Et donc Jean-Paul arrive dans mon cabinet. Je lui dis, en fait, déjà, vraiment félicitations parce que tu as fait plein de choses, courageusement, tu as fait confiance. Et puis alors, ce qu'il me raconte aussi, c'est qu'au tout début, au moment où ils ont commencé à l'embêter, il leur a dit clairement: arrêtez, là, vous êtes trop immature. Ce à quoi Lucas a rétorqué: parce que si j'arrête pas, tu fais quoi? Et Jean-Paul a répondu: rien, mais ce serait bien que tu arrêtes. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas exactement répulsif. J'attire votre attention sur un point important qu'on a vu, hein, c'est que au fond, lorsque un adulte, aussi bienveillant, aussi créatif, aussi intelligent soit-il, intervient d'une certaine manière en mode garde du corps, un peu comme l'a fait cette CPE, tout à fait, enfin, je veux dire, avec beaucoup de véhémence courageuse, hein. En fait, chaque fois qu'un adulte intervient, quelle que soit, encore une fois, sa bienveillance, son intelligence, sa créativité, le message implicite qu'il envoie est double. Le premier message implicite qu'il envoie, c'est à l'enfant agressé, et comme on le disait tout à l'heure avec l'histoire du post-it, en lui confirmant d'une certaine manière le fait qu'il est incapable de s'en sortir tout seul face à ce genre de situation. La preuve, on est obligé d'intervenir à sa place. C'est pas du tout ce qu'on a envie de lui dire, mais c'est quand même ce qu'on lui dit. Et ça vient d'une certaine manière creuser un peu plus une estime de soi qui est assez chancelante au sujet des compétences sociales. Et donc, ce faisant, le parent, l'adulte, provoque exactement l'inverse de ce qu'il veut. Et le deuxième message qu'on envoie, malheureusement, on l'envoie à l'enfant harceleur, et on lui dit en gros: tu as vraiment choisi une cible tout à fait parfaite, puisqu'il est incapable de se défendre tout seul. La preuve, on est obligé d'intervenir à ta place. En revanche, comme ça nous énerve beaucoup, nous les adultes, fais en sorte de ne pas te faire choper, parce que sinon tu vas te faire punir. Et c'est comme ça que, de mon point de vue, on rend les faits de harcèlement de plus en plus souterrains en ce moment, de plus en plus indirects, de plus en plus subreptices. C'est la raison pour laquelle nous, en effet, notre proposition, c'est d'aider aux enfants à résister tout seuls. Quand je dis tout seul au moment de l'action, puisqu'on va passer énormément de temps à les préparer, à élaborer avec eux la stratégie, à les y entraîner. Je dis à Jean-Paul, j'ai l'impression qu'au fond, ce qu'on pourrait dire d'une façon générale, c'est que toi, face à ce problème, et c'est extrêmement logique, hein, Jean-Paul, on est bien d'accord, ce que tu as mis en place, ça allait vraiment dans un seul et même mouvement qui consistait au fond à dire à tes agresseurs d'arrêter, en fait. Tu en as parlé à ta maman pour qu'elle t'aide à ce qu'ils arrêtent, tu en as parlé à la CPE pour qu'elle fasse en sorte qu'ils arrêtent, qu'elle leur dise d'arrêter, et toi, tu leur avais dit d'arrêter au début de leur harcèlement. Et on a l'impression quand même, quand on regarde ça, que ça fonctionne pas très bien. J'ai même l'impression que, au fond, plus on leur dit d'arrêter de différentes façons, et plus ça les excite, et plus ça les rend méchants. Parce que, en fait, ce qui se passait, comme je vous le disais, c'est que les faits de harcèlement étaient plus rares parce que Jean-Paul arrivait à les éviter, mais quand ça arrivait, c'était encore pire qu'avant, hein. C'était vraiment, il y avait de la brutalité physique, il le faisait tomber dans les escaliers, il faisait des balayettes. Les insultes étaient encore plus véhémentes, toujours un peu sur le même thème, hein, de l'absence d'amis. Et donc, j'ai l'impression qu'au fond, je dis à Jean-Paul, toi, ce que tu as fait en permanence, c'est toujours un peu dans le même mouvement, c'est de leur dire arrêtez, mais si vous continuez, il n'y aura pas de conséquences de ma part. Parce que moi, je ne sais pas me défendre, en fait, je ne sais pas résister. Et donc, d'une certaine manière, vous pouvez continuer. Le virage à 180 degrés consiste donc à leur dire continuez. Continuez parce qu'au fond, voilà, ça ne me fait plus grand-chose. Mais en revanche, contempler les conséquences de ma part parce que désormais, il va y en avoir des conséquences.
Et c'est là où Jean-Paul, toujours finouche, me dit je te rappelle que je fais 33 kilos et qu'ils sont 5. Je lui dis je suis d'accord, il va falloir qu'on soit un peu sioux tous les deux, mais voilà, moi je pense que c'est ça le mouvement dans lequel il faut qu'on aille. Et donc, je lui dis, pour le concrétiser, imaginons que cet après-midi, tu retournes au collège, puisque c'est ce qui va se passer, que tu t'assois sur ton banc, à nouveau, le banc du début. Qu'est-ce qui se passerait à ton avis? Et là, Jean-Paul me dit, je pense que comme une nuée de guêpes attirée par un pot de miel, il viendrait immédiatement se rasseoir autour de moi et il recommencerait à m'insulter. Et donc, je lui dis que je suis d'accord avec toi. Donc, imaginons qu'en effet, il recommence à t'insulter. Donc, Lucas va se mettre à côté de toi, il va donner des petits coups de coude. Et là, il va te dire alors, toujours pas de social, toujours un gros cassos, toujours une sous-merde, enfin, toujours sans aide. Oui, il me dit oui, c'est ce qu'il va dire. Donc, je lui dis, donc, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis, bah, c'est vrai que j'ai vraiment pas de vie sociale, mais j'ai l'impression que toi, sans moi, t'en as pas trop non plus, vu que tu es tout le temps sur moi. Et donc là, Jean-Paul me regarde et il fait comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il me dit, mais ça veut dire qu'il va pas être content. Je lui dis, mais en même temps, c'est bien ce que je veux. Je veux pas qu'il soit content. Moi, je veux que l'inconfort, il passe de tes épaules aux siennes, en fait. Donc oui, il va pas être content. Et donc, il me dit, bah donc, non, mais il va vraiment pas être content, là. Il me dit, il va me prendre comme il a fait l'autre fois, et puis il va me coller sur le banc, il va me dire, t'as dit quoi, espèce de connard? Je lui dis, c'est possible. C'est tout à fait possible, vu la brutalité de l'individu. Imaginons qu'au moment, justement, où il te colle comme ça sur le banc, tu lui dises, ah, mais en vrai, c'est pas que de l'amitié. Je veux dire, t'as besoin de me toucher. C'est tactile, en fait, entre nous. Tu me kiffes un peu, quoi. Il me dit, oh là 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 là. Je lui dis quoi? Il me dit, mais il va pas aimer du tout. Je lui dis, ah bon, mais il est homophobe. Il me dit, ah oui. Je dis, ah, d'accord, il a toutes les qualités. Donc, en fait, donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il me dit, ah non, mais là, ça va être horrible. Il va être super énervé. Il va me prendre, il va me jeter par terre du banc, il va me jeter. Ils vont me donner des coups de pied tous partout dans des zones qui font hyper mal, comme me dit-il, le tibia ou le thorax. C'est vrai que c'est des lieux qui font mal, il y en a d'autres, mais enfin ceux-là, en effet, peuvent être très douloureux. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer alors? Il me dit, bah, je pourrais mourir d'une commotion cérébrale. Je dis, tout à fait, c'est tout à fait possible, donc ça fait super peur, quoi. On est bien d'accord. Et comme j'ai, voilà, il faut pas non plus, il faut qu'on rigole un peu. Je lui dis, donc, qu'est-ce que tu pourrais dire juste avant de mourir? Il me dit, je pourrais dire, c'est Jean-Paul, hein, sinon je le ferai pas. Jean-Paul me dit, je pourrais répondre, c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Je lui dis tout à fait, très belle épitaphe, on va garder ça, Jean-Paul. Donc je lui dis, donc, on est d'accord qu'on est quand même face à un choix horrible. C'est soit tu continues au fond à les fuir, à les éviter, à leur montrer à quel point finalement tu as peur d'eux, à quel point ils te font souffrir, à quel point c'est horrible pour toi. Et au fond, je pense qu'ils vont continuer, vraiment très clairement. Je ne suis pas sûre que tu aies suffisamment d'énergie pour gérer à la fois ça et à la fois tes résultats scolaires, même si tu es brillant. Parce qu'il faut bien être conscient de ça. Hein. On ne peut pas avoir une énergie suffisamment disponible pour gérer ces deux choses-là. C'est pas possible, en fait. Hein. C'est pour ça qu'un des signaux faibles, c'est la baisse des notes, en effet, hein, pour un enfant harcelé. Donc ça, c'est la première solution. Elle est horrible et en même temps, tu la connais. Donc, d'une certaine façon, voilà, c'est un peu quelque chose dont tu as l'habitude, quoi. Mais l'autre solution consiste en effet à résister, à dire des choses, voilà, comme celles qu'on a évoquées ou d'autres peut-être, mais en tout cas, à faire un 180 degrés par rapport au fait d'éviter, c'est-à-dire aller affronter au fond Lucas et sa bande. Et à faire changer l'inconfort de côté en se moquant un peu d'eux. Mais là, le risque, alors, c'est qu'en effet, il ne le supporte pas et qu'il se venge en te tapant. Donc, les deux sont horribles, en fait, et moi, je ne sais pas du tout choisir à ta place, il n'y a que toi qui peux choisir. Jean-Paul me dit cette phrase qu'il dit très souvent hein, quand il confesse à ce genre d'alternative. Il me dit, en même temps, dans la deuxième solution, si je me fais taper, c'est parce que j'aurais résisté. Et c'est beaucoup moins humiliant. Je lui dis d'accord, mais l'autre solution peut être très douloureuse physiquement. Il me dit oui, mais la douleur, je la préfère physique que l'humiliation que je subis maintenant depuis 8 mois. Donc, je vais aller cet après-midi sur mon banc, me dit Jean-Paul. Je lui dis alors, on n'a pas dit ça du tout, on a dit qu'on y réfléchissait pour l'instant, Jean-Paul. Donc, il me dit non, non, mais je te dis que j'y vais. Donc, je lui dis est-ce que tu peux m'envoyer un SMS, s'il te plaît, ce soir pour m'indiquer si tu es décédé ou pas, hein, afin que je sois au courant. Quand même, ça fait un peu peur, hein, on ne fait pas un métier facile. Et là, Jean-Paul me dit oui, bien sûr, et puis il ne m'envoie pas de SMS le soir même, donc pendant 15 jours, voilà, j'attends. Et puis 15 jours plus tard, il vient pour la deuxième séance. Je vous avoue que je n'étais pas très inquiète, mais bon. Et donc, c'était un mercredi, j'ouvre la porte de ma salle d'attente, et là, je vois Jean-Paul au milieu d'un certain nombre de personnes, parce que le mercredi, il y a beaucoup de monde. Et là, Jean-Paul se lève comme un ressort et il me dit « Je l'ai fait !» Je lui dis « Super, vraiment, je suis très contente, vraiment très satisfaite. » Il n'a pas la même tête, hein, c'est-à-dire qu'on ne le reconnaît pas en fait. Hein.
Et je lui dis, est-ce que tu souhaites en parler en conférence de presse ou est-ce que tu veux venir dans mon cabinet? Donc, on part dans mon cabinet. Et là, il me dit, j'ai fait exactement comme on a dit. Je lui dis, tu es brillant. Tu es mon héros. Je lui dis, raconte-moi vraiment précisément comme si je y étais, quoi. Et il me dit, ben, en fait, je lui ai dit exactement la phrase qu'on a dite parce qu'il m'a tout de suite dit, toujours pas de vie sociale et tout ça. Et je lui ai dit, ben, non, non, non. Et puis, et là, je me suis dit, tiens, Jean-Paul, tu pourrais rajouter ta petite touche personnelle. Et là, j'ai hyper peur parce que je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Jean-Paul est très créatif, vous voyez, hein, donc j'ai un petit peu peur. Et là, il me dit, je l'ai tapé sur le banc et je lui ai dit, est-ce que tu veux en parler avec tonton Popol? Ce qui était brillant, vous êtes d'accord avec moi? Donc là, il me dit, il est devenu tout rouge. Je lui dis, mais génial, déjà, c'est une première conséquence, un premier indicateur du fait que ça fonctionne bien. Et il me dit, là, il s'est passé un truc super bizarre, c'est que son adjoint qui était avec lui, un de ses adjoints, a eu un rire nerveux, en fait. Il a fait comme ça. Et il me dit, et là, Lucas s'est tourné vers lui, il a dit, pourquoi tu rigoles, toi? Et le gamin a dit, bah, je sais pas. Et du coup, ils sont partis tous les deux. Il me dit, ils sont restés 36 secondes chrono à mon banc. Jamais ils étaient restés aussi courts. Je lui dis, c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Je lui dis, et alors? Il me dit, et alors, là, je me suis dit, Jean-Paul, tu les tiens, les lâche pas. C'est-à-dire, comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Et il me dit, et donc, bah, c'est-à-dire qu'à partir de là, chaque fois que je les ai croisés de près ou de loin dans le collège, j'ai tendu les bras comme ça et j'ai fait. Et donc, depuis, c'est Lucas qui me fuit. Il a très peur de moi. Je me dis, tu es, je sais pas comment te dire, je sais pas comment te dire mon admiration absolue devant ton courage et ta créativité. Et Jean-Paul me dit, c'est la raison pour laquelle je souhaite être dans ton livre. Vous l'avez compris. Je suis extrêmement en retard. C'est une catastrophe puisqu'en fait, vraiment, c'est très, très court comme format. Donc, voilà. Voilà l'histoire de Jean-Paul. Juste, je finis juste, j'en ai pour 1 minute et après, tout de suite, je réponds aux questions parce que je vois qu'il y en a déjà qui sont posées et donc je veux vraiment avoir le temps de pouvoir y répondre sans vous gâcher votre soirée. Donc, au fond, on pourrait dire que, synthétiquement, on a grosso modo 3 étapes essentielles dans cette stratégie qu'on va élaborer avec l'enfant. La première étape consiste à attendre l'attaque, c'est-à-dire que nous, ce que nous proposons, notre proposition, c'est vraiment une proposition de résistance, c'est pas du tout une proposition d'agressivité. Donc, on va attendre et effectivement que l'attaque soit faite et on va se servir de cette attaque pour riposter un peu en mode boomerang, quoi, d'une certaine manière. Ça, c'est la première chose. C'est très important parce que dans 50% des cas dans notre échantillon, quel que soit l'âge de l'enfant et même de l'adulte, je dirais, la personne harcelée n'a pas besoin de mettre en place la stratégie qu'on a élaborée, le harcèlement s'arrête. Parce que l'enfant qui est outillé, qui a un carquois dans le dos avec des flèches à l'intérieur, se redresse et a une telle posture que l'enfant harceleur se dit « je ne vais plus m'y frotter ». 50% des cas, 1 sur 2, c'est énorme. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important d'être dans quelque chose qui est de l'ordre de « j'attends que tu viennes ». Et ça, déjà, c'est à 180 degrés parce que jusqu'à présent, avant d'être outillés, les enfants, ils ont peur que l'on vienne. Donc, ils évitent le regard, ils se recroquevillent, ils se cachent, ils font en sorte de disparaître dans les murs. Le fait d'attendre l'attaque est déjà un virage à 180 degrés. La deuxième étape qui est essentielle et très douloureuse, très difficile, c'est qu'en fait, on va leur demander de faire preuve d'autodérision sur quelque chose qui ne les fait pas rire du tout, qui est l'endroit sur lequel appuie le harceleur. En l'occurrence, chez Jean-Paul, c'est son incapacité à se faire des amis dans ce collège. C'est un sujet dont il n'a pas du tout envie de rire. Mais s'il n'est pas capable de montrer qu'il l'accepte et qu'au fond, ça ne l'embête pas quand on lui parle de ça, alors il continuera à montrer qu'il en souffre. Et d'une certaine manière, comme je vous le disais, ça continuera à alimenter les cercles vicieux. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse preuve d'autodérision, en tout cas qu'il accepte la moquerie, exactement comme fait Jean-Paul en disant « c'est vrai que je n'ai pas de vie sociale. C'est vrai que je n'ai pas de vie sociale. Mais toi, j'ai l'impression que tu n'en as pas trop non plus, puisque tu es tout le temps sur moi, en fait. Sans moi, tu n'en as pas trop non plus. » Ça, c'est une façon de rendre ridicule la posture du harceleur, c'est-à-dire que, en gros, ce qu'on propose ici à Jean-Paul, c'est de souligner le fait que, en fait, le harcèlement montre que Lucas a une faille, en fait, a une vulnérabilité lui aussi, et qu'au fond, il ne sait pas être socialement en vie sans martyriser Jean-Paul. Et puis ensuite, on constate les faits. Voilà, j'ai vraiment fait le plus vite possible, je suis vraiment désolée. Je vous indique juste les livres que vous pouvez vous procurer à la bibliothèque pour continuer à explorer ce sujet absolument passionnant, selon moi, de l'école de Palo Alto appliquée à l'apaisement des souffrances relationnelles entre enfants. Voilà, et je serais alors vraiment tellement ravie de répondre à vos questions, si vous en avez évidemment. Oui, merci Emmanuelle, c'était vraiment très éclairant. Toute cette approche pratique, des cas pratiques, modélisants, j'imagine, qui vont pouvoir
être réinvestis rapidement. Alors, on a une première question de Sophie qui vous pose la question: que pensez-vous donc de la méthode de préoccupation partagée qui est basée sur l'intervention des adultes et prévue dans ce fameux programme phare, qui est ce programme de lutte de prévention et de lutte contre le harcèlement à l'école du ministère? Bien, j'imagine que vous avez un petit peu la réponse dans la façon dont vous me posez la question, c'est-à-dire que c'est une approche qui est exactement à l'inverse de la nôtre, ou plus exactement, on peut dire c'est nous qui avons une approche exactement à l'inverse de celle-ci, enfin peu importe, je ne dis pas qu'il y en a une, voilà, mais parce que, pour une première raison, c'est que vous l'avez parfaitement compris, Sophie, on n'est pas sur le même interlocuteur. Nous, on considère que celui qui a le plus intérêt à ce que ça s'arrête, c'est l'enfant harcelé. Celui qui a le moins intérêt à ce que ça s'arrête, c'est l'enfant harceleur, pour les raisons qu'on a vues. Et donc, nous, on se dit, au fond, celui qui va être le plus prêt à mobiliser un certain nombre de choses, c'est l'enfant harcelé. Et puis, surtout, ce qu'on pense, c'est que c'est hyper important qu'il puisse faire des apprentissages sur la façon de gérer ce type de personnalité, parce qu'il va en rencontrer d'autres, en fait. Et qu'on ne va pas mettre une cellule Picasse dans toutes les entreprises de France. Parce que c'est ça, au fond, qu'on dit. C'est-à-dire qu'en admettant que ça fonctionne, ce sur quoi je n'ai aucun avis, puisqu'il n'y a pas d'études du tout à ce sujet, sur la méthode Picasse en tout cas, eh bien, je me dis qu'en admettant que ça fonctionne, l'apprentissage que fait l'enfant harcelé, c'est que la prochaine fois, il faudra à nouveau qu'il demande à quelqu'un de s'en occuper, puisque lui ne saura toujours pas faire. Vous êtes bien d'accord avec ça? Puisque ce sont des tiers qui seront intervenus à sa place, en fait, d'une certaine manière. Alors attention, évidemment, moi je pense qu'il faut que l'adulte intervienne, comme on le disait au tout début, il faut qu'il y ait un rappel à la loi, il faut qu'il y ait un rappel à la règle. Les adultes sont là pour ça, je veux dire. Et évidemment, quand on constate ça, il faut intervenir immédiatement, stopper les choses. Je préfère le dire tout de suite, évidemment. Mais il ne faut pas en attendre autre chose qu'un rappel à la loi. Et donc, si on fait ça et que derrière, on ne va pas s'informer de façon très confidentielle auprès de l'enfant harcelé pour savoir si ça a repris, si ça a continué, etc., pour moi, il y a de fortes chances que ça continue. Par ailleurs, en ce qui concerne la sanction, puisque quand même, à un moment donné, si jamais ça ne fonctionne pas, ça aboutit à la sanction, là, pour le coup, les études sont parfaitement claires. Et c'est ça qui est dramatique, je trouve. La sanction ne fonctionne pas, n'a aucun impact sur les harceleurs, aucun. Et pour autant, c'est vraiment la modalité préférée des établissements scolaires. Parce que c'est plus simple, parce que c'est moralement irréprochable, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut sanctionner les méchants, etc. Moi, je ne trouve pas ça très gentil, parce que ça ne fonctionne pas et on continue quand même. Et toutes les études vraiment le disent. Alors ça, c'est très, très, très documenté, en fait, d'une certaine manière. Donc, ce que je trouve intéressant dans le programme phare, en revanche, Sophie, c'est que je crois que vraiment, enfin, en tout cas moi pour le vivre, il y a des chefs d'établissement qui, au sein de phare, peuvent faire intervenir d'autres méthodologies comme les nôtres ou comme d'autres, quoi. Et donc ça, de ce point de vue-là, je trouve intéressant qu'il y ait une autonomie laissée aux chefs d'établissement pour que chacun puisse choisir ce qui lui semble le plus adapté. Mais voilà, donc c'est radicalement différent, c'est pas du tout les mêmes approches. L'idée d'un côté, c'est de préoccuper les enfants harceleurs et de faire en sorte que l'adulte les aide à ça. De notre côté à nous, c'est d'outiller les enfants harcelés, donc c'est très différent. Oui, une approche croisée peut-être entre. Oui, et en même temps, pour un même enfant, je ne crois pas, parce que je crois qu'à la fois, si on outille l'enfant pour qu'il fasse ses apprentissages, qu'il mette en place quelque chose, et que d'un autre côté, on déforce ça en demandant aux enfants harceleurs d'arrêter, vous voyez bien que ça s'annule, en fait. Donc, moi, qu'il y ait les deux dans un établissement, c'est pas du tout un problème, mais pas pour le même enfant, parce que là, on le prive de sa victoire, potentiellement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On a plusieurs questions autour du harcèlement violent, sous les formes de coups. Oui, alors, ça, c'est hyper intéressant parce que le harcèlement violent, qui est souvent le fait de garçons, le harcèlement est relativement genré. C'est vraiment des modalités assez différentes entre les garçons et les filles. C'est souvent le fait d'enfants qui ont peur de se battre. Ils ont peur de se battre, alors soit parce qu'ils ont peur d'avoir mal, ce qui paraît relativement logique, soit parce qu'ils sont élevés dans des valeurs où en effet on ne se bat pas, la violence c'est mal, il ne doit pas y avoir de brutalité, etc., ce que je respecte infiniment. Mais du coup, ça crée une espèce de fragilité, vous voyez, perceptible, en fait, avec d'autres gamins qui se disent il a tellement peur de la violence qu'on peut lui faire à peu près tout ce qu'on veut en le menaçant de violence ou en étant un peu violent avec lui, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a un moment donné, il y a des parents harassés, enfin, qui n'en peuvent plus, qui sont au bout
leur vie, quoi, et qui disent, c'est bon, maintenant tu tapes. Alors qu'ils ont dit pendant plein d'années, on ne tape pas, jamais, c'est mal, et sachant que les hussards de la République ont répété ça à l'envi, évidemment, enfin, c'est pas non plus une nouveauté quand même. Hein. Et du coup, ben, l'enfant, il est un peu perdu parce qu'il dit, mais enfin, je veux dire, pendant des années, vous m'avez dit qu'il fallait pas que je me batte, et puis là, vous me dites que je tape, et puis en plus, en même temps, il sait pas faire, et puis de toute façon, il a peur. Quand c'est cette peur-là, et ça on le trouve par un questionnement, hein. Moi, j'invite vraiment les parents à proposer, par exemple, aux enfants de prendre des cours de boxe. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, ça. Pas pour qu'ils boxent, hein, comprenez-moi bien, pas pour qu'ils boxent, mais pour que, quand quelqu'un s'approche d'eux avec des velléités de brutalité physique, ils voient dans le regard que l'autre est capable de riposter. Je suis navrée, hein, je sais que c'est pas agréable d'entendre ça, mais je pense que c'est important qu'à un moment donné, on perçoive chez l'enfant quelque chose qui est de l'ordre, je n'ai pas peur de me battre. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je pense que souvent, la brutalité physique, pas tout le temps, hein, mais souvent, ça vient à la fin d'un processus. Et donc, c'est difficile pour moi de répondre, vous voyez, à des questions qui sont toujours à la fin du harcèlement, alors que je pense qu'il y a des signes avant-coureurs et qu'on peut intervenir assez rapidement avant que ça se transforme en brutalité de ce type-là, parce que c'est quand même paroxysme. Les deux paroxysmes, pour moi, de ces escalades complémentaires, hein, c'est-à-dire avec un enfant de plus en plus en position haute, d'emprise, de toute puissance, avec son groupe, et un enfant de plus en plus en position basse, vulnérable, etc., c'est vraiment ça que, d'une certaine manière, on veut arrêter. Et donc, pour ça, il faut que celui qui est en bas remonte un peu et celui qui est en haut descende un peu, pardon, en fait, d'une certaine façon. Et donc, moi, j'ai vraiment eu des enfants qui ont été sauvés, non pas en se battant, mais en ayant envoyé le message implicite qu'ils étaient capables de se battre. Ils avaient la possibilité de se battre. Et l'autre chose qu'on fait, c'est ce que je fais avec Jean-Paul, comme je le racontais tout à l'heure, c'est qu'on leur fait imaginer en effet ce qui pourrait se passer d'horrible. Parce que parfois, ils l'envisagent même pas. Et quand on n'envisage pas quelque chose, ça nous fait encore plus peur, en fait. Vous voyez, d'une certaine façon. Et justement, quels seraient les signes avant-coureurs quand un enfant ne parle pas? Comment un enseignant ou comment un parent peut repérer justement ces prémices de harcèlement? Parce que souvent, vous nous avez dit, c'est souvent sourd et invisible. Alors justement, est-ce qu'il y a des moyens pour le repérer de façon précoce? Alors, il y a le repérer, puis il y a aussi que l'enfant nous le raconte, parce que le repérer, ça ne servira à rien si l'enfant ne nous en parle pas. Hein. On peut le repérer, c'est dans son cœur de papa ou de maman se dire, je vois en effet que les notes baissent, je vois en effet qu'il a mal au ventre le dimanche soir, à la veille des retours de vacances. Je vois en effet, autre signal faible, qu'il est de plus en plus dur avec la fratrie et avec nous-mêmes, ses parents, alors même que c'était jusque-là un enfant très pacifique. C'est la notion d'écart, en fait, qui doit nous alerter d'une certaine façon. Et l'autre chose importante, et merci de poser cette question-là, c'est que quand notre cœur de papa, de maman, ou quand ces signaux faibles sont là, nous indiquent que vraisemblablement il y a une souffrance relationnelle avec les pères, et qu'ils ne nous en parlent pas, c'est-à-dire que quand on lui dit, moi j'ai l'impression que c'est compliqué, et qu'il dit, laisse-moi tranquille, ça va très bien, parce que c'est hyper fréquent en fait. Ouais. Alors, je pense que la phrase à dire, qui est facile à dire, mais pas forcément facile à tenir, c'est de lui dire, moi j'ai l'impression que c'est difficile avec les autres, je comprends que tu n'aies pas envie de m'en parler, parce que nous les parents, parfois, on fait des choses qui sont pas adéquates en fait. Si tu m'en parles, sache que je ne ferai rien avec lequel tu ne seras pas d'accord. C'est compliqué à tenir parce que derrière, souvent, ça libère la parole, pour employer un terme à la mode, ça libère la parole et du coup, votre enfant va vous raconter des choses, l'enfant va raconter des choses à l'enseignant, à l'infirmière scolaire, aux parents. Et là, il va dire, et là, on a envie de tuer tout le monde, en gros. Hein, enfin, vraiment, très clairement, on a envie de tuer tout le monde, d'aller faire plein de choses parce que c'est tellement insupportable. Et là, souvent, l'enfant ou l'adolescent dit, je t'en supplie, ne va pas voir le père de mon copain, je t'en supplie, ne va pas voir le CPE, je t'en supplie, ne va pas voir je sais pas qui. Et pour autant, on les écoute pas. Parce que ça, c'est quand même un peu le sport national. C'est qu'on n'écoute pas les enfants harcelés. Et moi, s'il y a une idée avec laquelle j'aimerais que vous repartiez ce soir, c'est que les enfants harcelés ont des compétences. Il faut arrêter de leur nier toute forme de compétences et de faire les choses à leur place. Donc, quand un enfant dit « je t'en supplie, ne va pas voir mon copain, ne va pas voir le père de mon copain », il faut l'écouter. Parce que si vous lui avez dit ça et qu'en plus, derrière, vous faites l'inverse de ce que vous avez dit, alors là, il ne vous fera plus confiance. Donc, les signaux faibles, hein,
notes, relations intrafamiliales, moi je trouve beaucoup. Et puis, posturalement, hein, des enfants, vous les voyez dans les cours où ils veulent pas, on veut pas faire des travaux avec eux, vous les voyez. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'ils sont tout seuls. Les enfants qui sont tout seuls au self, ça c'est un signal faible aussi. C'est des choses qui doivent vous alerter. Et en même temps, c'est hyper important. Si vous souhaitez proposer votre aide à un enfant harcelé, de le faire de façon extrêmement confidentielle. Parce qu'un enfant harcelé qui est vu en présence d'un adulte, il est immédiatement encore plus poucavé. Hein. C'est-à-dire que là, il se dit, c'est bon, il est en train de lui parler de ça, etc. Donc, il faut être extrêmement, extrêmement discret. Et on parle aussi des témoins, hein, des témoins passifs. Est-ce qu'on doit les encourager à agir, à parler, à se manifester ou pas? C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais enfin, on constate quand même que ça marche pas très bien, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, encore une fois, enfin, moi, pardon, hein, je veux dire, mais les hommes politiques qui, comme ça, disent interviens car tu seras nanan. Moi, je trouve que c'est souvent les premiers qui n'interviendraient pas si une jeune fille se faisait agresser dans le métro. Mais enfin, une fois que j'ai dit ça, je ne dis pas grand-chose. Mais enfin, je veux dire, si les enfants n'interviennent pas, c'est qu'ils ont de bonnes raisons, en fait, encore une fois. Les enfants témoins, pourquoi ils n'interviennent pas? Parce qu'ils ont peur, en fait, tout simplement. Ils ont peur d'être les prochains sur la liste, en fait. Et à quel moment on peut dire à un enfant, non, t'inquiète pas, il va rien se passer, parce que c'est pas vrai. Moi, j'ai des tonnes d'exemples de gamins qui sont intervenus et alors là, pour le coup, qui se sont fait ostraciser. C'est même pas une histoire de se faire taper. Ils se sont fait complètement ostracisés. Il y a eu des répercussions monstrueuses sur leur vie sociale. Alors, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Mais je veux dire, à ce moment-là de leur développement, c'est pas tellement d'être un héros qu'ils veulent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent juste que ça se passe à peu près bien, quoi. Donc, je n'y crois pas très bien, je n'y crois pas très fort à ça. En revanche, nous, ce qu'on met en place dans un certain nombre d'établissements, c'est on fait une conférence un peu devant des multiniveaux du type bien 5e, par exemple, 4e, 3e. J'étais avec des 4e la semaine dernière, avec France 4. Et en fait, on leur présente donc la façon dont on travaille. Et ensuite, on anime des ateliers de résistance dans l'établissement, donc 5 ateliers de 3 heures chacun. Où peuvent venir les enfants harcelés qui le souhaitent, donc validés par les enseignants, les parents évidemment, mais validés par les enseignants pour qu'on soit sûr de ne pas avoir de harceleurs dans le groupe. Et à ces ateliers peuvent assister, intervenir des copains d'enfants harcelés qui ont envie de les aider. On est d'accord? Mais ils ne vont pas les aider en intervenant à leur place. Ils vont les aider en trouvant avec eux des stratégies et en les entraînant, en fait. Ces ateliers de résistance qu'on met en place dans les établissements, la moyenne sur 10 donnée par les enfants est de 9,3. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, en fait. Hein. Et ça permet du coup, parce que vous avez raison, la deuxième émotion de l'enfant témoin, c'est souvent la culpabilité. Hein. À la fois, il a peur d'intervenir, à la fois, il se sent coupable de ne pas intervenir. Mais la peur est plus forte. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en souffrance. Et de ce point de vue-là, je trouve que ces ateliers sont intéressants parce que ça peut lui permettre d'intervenir sans se mettre en danger et donc sans avoir peur. Quoi. D'accord. On a une question de Jean-Louis qui se demande, ne craignez-vous pas une escalade de la violence si les harceleurs sont spécialement virulents? Mais si, bien sûr que si. C'est pour ça que je dis à Jean-Paul, moi je crains ça. Mais je crois que, enfin, je suis un peu, comment dire? Je crois que c'est une illusion de se dire que le collège, notamment, est un lieu de paix, d'harmonie et de joie. Je veux dire, si on veut que les enfants soient que contents, en fait, au collège, et que heureux, et que dans l'épanouissement plein de leurs aptitudes, compétences, qu'elles soient psychosociales ou académiques, alors il faut leur donner de la cocaïne, en fait. Moi, je ne sais pas faire autrement. Enfin, je plaisante, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, dans la vie, on se frotte à des gens pas commodes, quoi. Enfin, je veux dire. Et souvent, moi, je trouve que, je sais que tout le monde est très, très stressé par la violence physique. Moi, je suis beaucoup plus stressée par les violences psychologiques, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand un gamin dit, ben, moi, je suis prêt à affronter le truc physique parce que j'en peux plus, en fait. Parce que j'en peux plus et que j'ai envie qu'il se passe quelque chose de différent, en connaissance de cause. En effet, moi, je pense qu'ils sont prêts à prendre ce risque-là. Si, on est bien d'accord, hein, Jean-Louis, que si j'avais une voie à leur proposer au milieu où il y a rien comme risque, rien comme
voilà, comme conséquences négatives, etc., avec que des princesses et des licornes, je leur dirais, voilà, chouchou, mais le problème, c'est que j'y crois pas. Je crois qu'il y a malheureusement, dans ce type de situation, pas de façon totale, mais dans ce type de situation, bah, il y a soit subir, soit un peu riposter avec les risques, vous avez raison, que ça comporte. Bien sûr que j'ai peur de ça. Et bien sûr que c'est arrivé à certains moments. Mais les fois où c'est arrivé, c'est plutôt rare. Mais les fois où c'est arrivé, les gamins ils allaient plutôt mieux. Je suis navrée de vous dire ça, parce que c'est pas vraiment bizarre, mais l'idée, c'est vrai, je me suis pris un pain, mais en même temps, ce pain-là me fait dire que j'ai touché juste, en fait. Que du coup, il y a quelque chose d'autre qui se passe, c'est-à-dire qu'ils se sentent pas bien, en fait. Et souvent, après le pain, ils reviennent plus, quoi, d'une certaine façon. Quand ça arrive, et je leur ai dit, ça arrive peu souvent, mais je ne vais pas vous expliquer que ça n'arrive pas. Et par ailleurs, sur ce point-là plus général, nous, on fait évaluer toutes nos thérapies par les patients, par les jeunes patients notamment, donc sur les faits de harcèlement et par leurs parents. Et donc, on a un échantillon assez représentatif maintenant de ces évaluations. Et donc, on est à un peu plus de 80% d'apaisement de la souffrance. Donc, on a quand même 20% où ça ne fonctionne pas. Hein, en effet, parce que moi, si j'avais une solution magique, c'est bien que je serais aux Maldives, là, je ne serais pas du tout avec vous, toute l'affection que vous porte. Donc, oui, c'est pas magique, oui, il y a des risques, évidemment, et en même temps, il y a quelque chose d'intéressant dans l'apprentissage qui est fait par l'enfant harcelé lui-même, mais je crois aussi par l'apprentissage que fait l'enfant harceleur. Parce que je crois que les enfants harceleurs qui ne tombent jamais sur un os, comme on disait tout à l'heure, pour moi, la sanction disciplinaire n'est pas un os, hein, c'est juste qu'ils s'en foutent complètement, et même parfois, c'est du galon. Hein. Donc, ces enfants-là qui ne tombent jamais sur un os, en conçoivent finalement un espèce de sentiment de toute puissance. Ils se disent que c'est vraiment pas grave, en fait, et que les victimes, c'est toujours des gens qui se soumettent. Et du coup, ils vont faire pareil dans leur cadre familial et professionnel. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça génère au niveau adulte, en fait. Moi, je pense qu'un enfant harceleur qui tombe de son piédestal, donc il y a un inconfort, en fait, à un moment donné, parce que tout à coup, une victime résiste, comme disait un des étudiants, c'est une expérience émotionnelle intéressante, un agneau qui mord. Parce qu'un agneau, normalement, ça mord pas. Mais moi, je trouve que nos enfants, il faut leur apprendre à être des agneaux, voilà, quand c'est nécessaire, et à savoir mordre quand c'est nécessaire aussi, en fait. Même si le fait de mordre peut, vous avez raison, Jean-Louis, générer des risques. C'était justement une question de Marie qui se demandait s'il fallait entraîner ses propres enfants, si c'était conseillé. Donc, voilà. Et sinon, on a une question de Britt, CPE à Bastia, qui vous demande si le jeu tac à tac peut servir à ces ateliers qui pourraient être mis en place dans les établissements. Oui, bonsoir Mabrit. Si je connais une CPE Corse. Très bien même. Écoute, oui, moi je trouve que c'est un bon support. Vraiment, c'est extrêmement intéressant parce que ça entraîne à la répartie, mais euh, ça n'est pas suffisant en fait. Hein. C'est-à-dire que je pense, et tu le sais aussi bien que moi, je pense que chaque stratégie est infiniment sur mesure et j'ai un peu peur avec ce jeu que d'une certaine manière on fasse comme si il y avait des solutions toutes faites. Moi, je crois pas ça. Je crois pas qu'on ait donné une même stratégie à deux enfants différents. En fait, c'est vraiment du sur-mesure à la fois vis-à-vis de l'enfant harcelé, à la fois vis-à-vis de l'enfant harceleur. Donc, c'est intéressant pour travailler l'autodérision parce que je pense qu'en effet, l'autodérision n'est pas vraiment une attitude immédiate de nos adolescents, en fait, d'une certaine manière. Or, nous, on est vraiment convaincus que les adolescents, les enfants et même les adultes qui sont capables d'autodérision ne se font pas harceler. En fait. D'accord. Alors, juste avant de finir, encore deux ou trois questions, donc n'hésitez pas à les déposer dans le chat avant qu'on termine cette conférence. Deux questions. La première, quelle est votre expérience sur le cyberharcèlement, donc indissociable du harcèlement? Et pour revenir sur Lucas et Jean-Paul, Julien se demande qui est devenu Lucas. Est-ce qu'il a arrêté ses actes de harcèlement dans l'établissement et auprès de n'importe quel autre élève? Alors, première question, donc, premier point hyper important, parce que je crois vraiment qu'il y a une désinformation absolue sur ce sujet. Nous, donc, comme je vous le disais, on en reçoit 500 par an, donc on a un échantillon assez représentatif. Nous n'avons jamais reçu d'enfant qui ne soit que cyberharcelé. C'est, à mon avis, ultra rare.
Et je pense qu'on comprend deux choses. C'est-à-dire que, en effet, les enfants se font agresser sur le net, tout comme nos filles se font agresser dans la rue, on est d'accord? Et donc, on appelle ça du harcèlement, mais c'est une mauvaise définition. C'est de l'agressivité, c'est de l'agression sur le net, mais c'est pas une personne qui tout à coup va venir en permanence harceler quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas la même définition. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, on n'a jamais reçu d'enfants qui ne soient que cyberharcelés. D'ailleurs, il n'y a aucun gamin qui dit je suis cyberharcelé. Jamais. Ça, c'est une invention d'adulte. En revanche, on reçoit des enfants qui sont harcelés in real world et qui sont harcelés ensuite sur les réseaux sociaux comme une caisse de résonance, vous voyez, comme une modalité supplémentaire, mais c'est le même harcèlement, sauf que c'est un média autre. C'est un média très profondément ennuyeux parce que évidemment, les enfants ne sont plus tranquilles à 14 heures le dimanche dans leur chambre. De ce point de vue-là, c'est très pénible par rapport à avant. En plus, il y a cette histoire de permanence de ce qui s'est passé sur le net. Donc, tout ça est très vertigineux et très douloureux et ça augmente la douleur, mais il faut le prendre que comme une modalité supplémentaire. La plupart du temps, ces modalités, je parle de harcèlement, je ne parle pas d'agression sur le net, ces modalités sont assez peu, assez peu sophistiquées. C'est plutôt soit des SMS, soit des insultes sur WhatsApp, sur des groupes WhatsApp. Enfin, je veux dire, ça n'a rien de, je ne sais pas ce qu'on imagine, je ne sais pas ce que les parents imaginent, mais franchement, c'est vraiment c'est d'ailleurs la défenseuse des droits qui disait ça, c'est une caisse de résonance, en fait, le cyberharcèlement. C'est rien d'autre que ça. Mais quand on a, et je crois que c'est à peu près 5% des cas, donc c'est vraiment rien, du harcèlement matinée de cyberharcèlement, alors on va outiller les enfants à la fois in real world et à la fois sur les réseaux, en fait, mais de la même façon, exactement avec les mêmes principes. Sur le deuxième point que j'ai totalement oublié. C'était le devenir de Lucas. Oui, alors ça c'est très intéressant parce que je ne sais pas du tout en fait, parce que je ne suis pas, je ne suis pas CPE dans cet établissement, voilà. Mais je crois quelque chose de fondamental. Imaginons que dans une famille, il y ait un chat depuis longtemps, donc il est là, et puis il est propriétaire des lieux, donc. Et puis il y a un bébé qui arrive dans cette famille. Et donc le bébé, vers 8 mois, lui tire une oreille. Et là, le chat, vous savez comme sont les chats, se dit c'est bon, c'est un bébé, donc il passe son chemin et il esquive le bébé. Et puis, à 1 an et demi, l'enfant recommence. Et là, le chat se dit ça va, il est encore petit, donc pareil, il passe son chemin. Et puis, à 2 ans, il lui tire la queue. Et là, le chat dit ça va, maintenant il a 2 ans, il est assez grand. Et donc là, il crache et il le mord. Notre certitude, c'est que cet enfant-là n'appréhendra plus jamais ce chat-là de la même façon. Mais on pense également qu'il n'appréhendra plus jamais les chats de la même façon. Pour nous, un enfant harceleur qui tombe sur un os de la part d'un père fait une expérience transverse, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'appréhendra plus ce qu'il considère comme étant des victimes de façon aussi sereine. C'est-à-dire qu'il sera beaucoup plus précautionneux. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas du tout en train de vous dire, c'est Marie qui pose la question, non, je ne sais plus. Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il a arrêté, je n'en sais rien. Mais ce dont je suis certaine, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est modifié dans son expérience émotionnelle. Et c'est pour ça que je pense qu'on rend service aux harceleurs en faisant ça, en fait, parce qu'on leur évite les déconvenues dont on parlait tout à l'heure, parce que donc ça peut faire des gens pas très sympas au niveau ni professionnel ni conjugal, et puis ça peut aussi faire des gens qui vont en prison, quand même, parce qu'à un moment donné, ils perdent la notion de ce qui est possible et pas possible. C'est comme s'ils avaient un sentiment de toute puissance intégré, en fait, d'une certaine façon. Oui, c'était Julien qui se posait cette question et Jean-Patrick qui va un peu plus loin et qui du coup se demande en fait comment aider le harceleur avec votre méthode, puisque lui aussi finalement il a besoin d'aide. Mais je ne suis pas sûre, c'est là où je ne partage pas ce point de vue-là. C'est-à-dire que je pense qu'il n'a pas besoin d'aide, il va bien lui en fait. Alors moi je vous le dis parce que c'est quand même un chiffre absolument étonnant, j'adore ça, parce que vraiment tout le monde pense que les enfants harceleurs souffrent. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment du harcèlement, ils ne souffrent pas, ça je peux vous assurer. Au moment du harcèlement, ils sont en pleine jouissance. Mais un chiffre, juste pour étayer ce point qui est, je sais, difficile à entendre, ça fait 15 ans qu'on consulte et ça fait 15 ans qu'on a une plutôt bonne notoriété sur le sujet, donc on est pas mal sollicité. Nous n'avons Jean-Patrick, nous n'avons Jean-Patrick jamais reçu d'enfant harceleur.
Donc, s'il souffrait, je ne comprends pas pourquoi il ne viendrait pas, puisqu'on est spécialisé dans le harcèlement. Et pourquoi il ne viennent pas? Parce qu'ils ne souffrent pas. Pas du harcèlement. Et en fait, pour être très précise, je pense, Jean-Patrick, qu'on a vu des enfants harceleurs dans nos cabinets, mais pas pour du harcèlement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ces enfants-là, peut-être par ailleurs, ils ont des problématiques familiales, peut-être par ailleurs, j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Moi, la seule chose que j'en ai, c'est la définition qu'en font les enfants harcelés. Par définition, ils ne viennent pas consulter, donc c'était une première définition quand même. Hein, quand même. Mais ce que me disent les enfants harcelés, c'est que ce sont des enfants harceleurs qui sont plutôt bien dans leur peau, qui ont plutôt des amis avec lesquels ils sont gentils, c'est ce que je vous disais dans l'introduction. Ce sont des enfants qui ont plutôt confiance en eux. Ce sont des enfants qui, pour certains, vont être valorisés dans ce côté, moi, le mien, il va pas se faire emmerder à l'école, quoi. Et ça va, en fait. Et donc, en effet, vous avez parfaitement raison, c'est hyper important. Nous, notre méthode, elle fonctionne pas pour les harceleurs parce que nous, notre métier, c'est d'apaiser les souffrances. Donc, nous, on va là où est la souffrance. On va à côté des enfants harcelés. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait... Alors, oui. Alors, on n'a pas répondu à Marie. Est-ce qu'entraîner ses propres enfants est conseillé? Alors, pas du tout au coup. Hein. Moi, vous avez compris que moi, ce que je propose, c'est de la répartie verbale, plutôt très stratégiquement élaborée. Je pense que, comme disait Britt, on peut les entraîner plus à l'autodérision, à la répartie en mode autodérision, vraiment quelque chose de très souple comme ça, qui est transformé un peu en anguille, où on peut pas avoir de prise sur eux. Et nous, en fait, vous le verrez si vous regardez le documentaire Les Indiens contre-attaquent, on les entraîne en fait dans nos cabinets, vraiment. On les entraîne en faisant le harceleur et eux doivent résister en fait de façon un peu crédible, ce qui est pas facile parce qu'ils n'ont pas beaucoup de... Au départ, c'est compliqué pour eux, quoi, en fait. Hein. Ils n'ont pas un sens du clash extrêmement développé. Oui. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Hein. Il est déjà bien tard. En tout cas, c'était... Alors, petite dernière peut-être. Hélène qui réagit en fait au sujet du harceleur, qui dit, bon, ces enfants souffrent peut-être pas du harcèlement, mais ils nous disent beaucoup d'eux en agissant ainsi. Ce sont souvent des enfants qui ont d'autres problèmes. Oui, enfin, oui, ou je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne les connais pas, en fait, Hélène, donc je ne saurais pas en parler, mais sans doute, je n'ai pas forcément de doute là-dessus. Le problème, c'est que, alors, les enfants qui va mal en parlent peu. Nous, en fait, ce qui se passe, c'est que on reçoit toujours les parents en première séance quand eux ont le sentiment que leur enfant souffre, même si leur enfant ne leur en a pas parlé. Et ensuite, on fait une offre de service, en fait. Et vous voyez, à ces enfants, ces ados, soit par SMS, on dit aux parents, demandez-lui s'il est d'accord pour nous donner son numéro de portable. S'il est d'accord, on envoie un SMS qui est une offre de service, en fait, où on leur dit, voilà, maman et papa, depuis c'est hyper compliqué, on serait hyper heureux de t'aider, mais en même temps, voilà, on comprendrait que tu n'aies plus tellement confiance en personne. Et soit on leur demande de regarder une conférence TEDx que j'ai faite qui dure 10 minutes et qui montre un peu la façon dont on travaille, soit on montre le documentaire, et on dit, bah, regarde ça, et puis si ça t'intéresse, et si c'est douloureux pour toi, et que voilà, tu penses qu'on peut peut-être t'aider, s'il y a une chance sur un million, viens. Ils viennent, Hélène. Viennent. Ouais. Donc, un enfant qui souffre et qui se dit, voilà quelqu'un qui a une méthode que j'ai pas encore utilisée et qui peut peut-être m'aider, ils ont beau souffrir, ils viennent. C'est passé la semaine dernière devant les 130 collégiens à qui on a présenté le documentaire, c'est qu'il y a eu au moins une quinzaine d'enfants qui ont levé la main en disant je n'en ai jamais parlé à personne mais je voudrais vous en parler. Donc, moi, je crois qu'un enfant qui souffre et qui se dit cet adulte-là va être capable d'apaiser ma souffrance, il parle. Mais la plupart du temps, sincèrement, enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord sur tout. Moi, par fatalité statistique, forcément, les enfants harceleurs ont des moments de souffrance, c'est une évidence. Mais ce que je veux dire, c'est que on vient les chercher sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la souffrance, qui est le harcèlement. Le harcèlement, pour eux, c'est une solution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on les apaise. S'ils le demandent sur d'autres sujets, oui, je veux bien, mais aller leur dire, il faut que tu arrêtes de harceler car ça prouve que tu souffres. Et donc, il faut que tu arrêtes de harceler. Ils n'entendent pas ça, Hélène. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas d'accord avec ça, en fait. Et en fait, Patrick, lui, va plus loin et il se dit, est-ce que Jean-Paul pourrait être tenté plus tard de faire comme Lucas pour enfin trouver sa place dans la cour de l'école? C'est-à-dire de passer de harceler à harceleur. J'ai compris. Je crois pas. Je crois pas du tout. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, les enfants harcelés que j'ai aidés à s'en sortir, non pas en devenant bourreau, vous l'avez compris, hein, mais en résistant, sont des enfants qui savent quoi faire si on les attaque, mais qui sont pas des agresseurs, en fait. En revanche, un enfant qui est en permanence harcelé de façon hyper violente et qui a aucun moyen d'en parler à quiconque et qui, encore une fois, est en boule, comme je vous le disais au début,
ces enfants-là, à un moment donné, ils peuvent avoir des explosions de violence monstrueuses, comme celles qui sont arrivées aux États-Unis, où malheureusement le port des armes est autorisé, et où donc il y a des enfants, des adolescents qui ont massacré d'autres adolescents. Tous avaient le même profil, un profil de harceleur ou un profil d'adolescent isolé. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence chez l'enfant harcelé, mais je dis juste que si, d'une certaine façon, on les aide à faire en sorte que cette souffrance absolue et horrible ne soit pas que sur leurs épaules, mais qu'ils parviennent à faire changer l'inconfort de côté, alors ils n'auront plus besoin d'être violents. Donc, ils n'auront aucune raison de harceler à leur tour, en fait. Très bien. Bon. Bon, je pense que là, nous avons fait le tour. En tout cas, c'était vraiment très enrichissant de vous entendre. Puis, je trouve qu'on en ressort plein d'énergie. Et, tant mieux. oui, et on comprend qu'en fait, ce n'est pas une fatalité, hein, le harcèlement. Hein. Il y a vraiment moyen d'en sortir. Hein. Absolument. Écoute, en tout cas, moi, je tâcherai de répondre à toutes les personnes donc, qui voudront avoir plus de renseignements sur votre école. Hein, je vous ferai passer les demandes. Et puis, voilà, je vous remercie à tous d'avoir été si nombreux ce soir, d'avoir tenu ce temps. Généralement, c'est un peu compliqué pour les familles, ce créneau horaire. Et pardon pour ce retard. Voilà. Merci beaucoup. Je remercie donc également mes collègues hein, qui m'ont accompagné sur la mise en place de ce dispositif. Le mois prochain, ce sera sur la communication entre parents et enfants avec Jean-François Bernardine et sa fondation Oumani. Jean-François Bernardine, c'est aussi l'artiste du groupe Imouvrine. Voilà. Donc, ce sera en décembre, toujours sous les mêmes modalités. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie, Emmanuelle. Hein, merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Consacré à ces échanges constructifs. Et puis, bonne continuation. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir.